ambiance, une petite ambiance Bayou pour la rentrée. On est très content de vous retrouver tous dans cette ambiance chaude et humide. Du Bayou! Du Bayou, yeah! Et le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, mais qui dit rentrée dit Lizard Day, donc c'est le grand mois du lézard chez Reptiline, exactement. puisque c'est le mois de notre événement spécial lézard, le Lizard Day, qui aura lieu le 19 et 20 septembre, donc on vous attend tous, avec des précautions bien sûr liées à la distanciation sociale. Exactement. Vous on en reparlera tout à l'heure. Exactement. Et donc, comme c'est le mois du lézard, on avait envie de vous faire un Herpworld spécial lézard. Et un point qui est très important dans l'élevage des lézards et qui est méconnu et assez controversé parfois, c'est les UVB, l'utilisation des UVB, quelle lampe UVB, les UVB, effectivement, ils en ont besoin, comment, pourquoi. Les UVB, c'est aussi des dangers, on le sait très bien. Et donc, pour expliquer tout ça, nous avons avec nous ce soir un invité exceptionnel que nous allons vous présenter dans 5 minutes. Mais je voulais... Soyez patients les amis. Voilà, je voulais d'abord... En fait, ça je devais le dire après. Mais en fait, je me suis planté et je l'ai dit maintenant. Donc, du coup, je vais revenir et je voulais remercier... Je vois du direct, mon frère. Exactement. Mais c'est pour ça, c'est authentique chez Herpworld. Ouais, mon pote, no chichi, yeah, motherfucker. Et comment donc alors, j'ai eu l'occasion ce week-end d'aller faire un tour à l'exposition de Béthune. Donc, on a rencontré plein d'entre vous, des fans de Herpworld, et ça nous a fait super plaisir de vous rencontrer, les Herpers. Merci pour tous vos encouragements. Franchement, merci beaucoup. Ça nous chauffe à fond pour continuer. Voilà, à vous faire des super émissions. Voilà, Herpworld, la seule émission de terrariophilie et comme vous allez le voir, avec des invités de marque. Et donc, on va sans plus attendre vous signaler que nous avons en plus de notre invité ce soir une partenaire qui est à distance. Donc, il s'agit de Romane, qu'on salue bien, qui vient d'intégrer l'équipe de Reptiline et qui va être avec nous ce soir à distance présente pour vous. Elle va être avec vous en direct, donc sur le chat, elle va répondre à quelques questions et n'hésitez pas. Voilà. À poser vos questions aussi pour le reste de l'émission avec notre intervenant que vous allez voir. Voilà, et qu'on va introduire très bientôt, voire peut-être maintenant. Allez. Donc pour parler des UV, des bienfaits, des dangers des UV, il nous fallait The Boss, le top du top. Donc on a invité pour vous ce soir, vous avez de la chance, le grand, le célèbre, le fameux, l'ultra pical, je dirais pas trop pical, mais l'ultra pical, docteur Lionel Schillinger de la clinique La Porte de Teck. Bravo, yeah! Ça va? Salut Lionel, distanciation sociale, attention. Salut Lionel. Bon, je vois que vous êtes toujours des grands malades, les gars. Exactement, on est ne toujours change pas. excités avec Philippe. On voit que tu es toujours le aussi, premier jeudi du soir. aussi. Vous m'avez prévu un micro parce que j'ai une voix un petit peu suave. Barry White. Voilà, exactement. Ok, on va faire comme ça. Et son homologue français étant J, gros paquet. Et donc ce soir, nous sommes plutôt dans le Barry White, mais le Barry White plutôt tropical, puisque Lionel a toujours, en plus de tout ce savoir, toujours la classe. Et voilà, en sortant du bloc. Voilà, la classe Ouais, au je bloc. viens juste de la clinique. Là. Voilà. Après 5h30 de route, je suis là, tu vois. Voilà. Exactement. Donc, il est avec nous ce soir, le docteur Schillinger, pour parler des UV. C'est quelque chose qui est au final assez mal connu, même chez les scientifiques. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a quand même pas mal d'études qui sont faites. Mais en terrariophilie, les gens parlent souvent d'UV, mais c'est un peu souvent très abstrait, très au doigt mouillé. Il en faut pas, on ne sait jamais trop. Donc ce soir, on va essayer de répondre à toutes vos questions. On va essayer de repartir de la base, de vous expliquer finalement qu'est-ce que c'est que les UV, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de tout ce spectre lumineux tellement mystérieux. Et nous allons commencer tout de suite avec la première question, parce que j'ai préparé quand même quelques questions que j'avais envie de poser à Lionel, et qui sont souvent des questions que beaucoup d'entre vous se posent. Donc on va repartir de la base. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en fait le rôle des UVB et des UVA, un petit peu comment ça se passe la lumière? Oui, alors tu sais, si tu permets Nico, avant de parler du rôle des UVB et des UVA,
on peut peut-être repartir de la base encore, c'est-à-dire Oui. des UV en général. Parce que Exactement. les UVA et les UVB font partie de ce terme générique d'UV. Alors tout le monde le sait, les UV, ce sont les ultraviolets. Mais par exemple, Nico, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle des ultraviolets? Alors, absolument pas. Non. Donc, Dis-nous. Pardon, j'étais en plein de chat. Eh, Excusez-moi, monsieur, si tu j'étais peux pas arrêter concentré. de chiner des meufs pendant Pourquoi, le pourquoi air, l'acronyme tu UV Non, je parle avec ma devient collègue. ultraviolet? D'après toi, pourquoi? Ultraviolet non, je ne sais pas, explique-nous. Alors bah, écoute, c'est simple, c'est qu'en fait, les ultraviolets, c'est un spectre d'ondes lumineuses de nature électromagnétique qui se situe juste au-delà du violet, qui est la première couleur du spectre visible de la lumière. Exactement. D'accord? Donc en fait, le spectre ultraviolet est une composante du spectre électromagnétique global de la lumière solaire, parce que là, on va parler d'UV naturel. Il faut bien faire la différence entre les UV naturels et les UV artificiels. Exactement. On commence par les UV naturels. Voilà. On va vous expliquer comment ça marche la lumière du soleil. Et après, on va vous expliquer comment on essaye de la recréer en terrarium et quels sont les outils qu'on peut utiliser. Voilà, et il faut savoir que sur la Terre, sur notre planète, seulement 5% du rayonnement solaire est constitué d'ultraviolet. D'accord? Et sur ces 5% d'ultraviolet, il y a 95% d'UVA et 5% d'UVB. Donc en fait, c'est déjà assez limité. Absolument. Et les UVC, eux, ils sont totalement ou quasi totalement filtrés par la couche d'ozone. Voilà. Pourquoi? Enfin, c'est une bonne chose parce que les UVC, eux, sont très très mutagènes, c'est-à-dire très très dangereux pour toute la vie qui règne sur Terre. Voilà, ils sont D'accord. nocifs pour les cellules vivantes. Et en fait, ils sont parfois utilisés en éclairage artificiel pour désinfecter des Exactement, lots ou c'est des ça. blocs opératoires. D'accord, des choses comme d'accord. ça. Et les ultraviolets, on en reparlera quand on parlera des rôles, ont un rôle de désinfection au niveau de la peau aussi. Exactement. D'accord? Alors vous voyez, en fait, les ultraviolets, là... On vous a fait un petit schéma pour, Voilà. pour vous expliquer un petit peu la lumière. Donc, le spectre électromagnétique, la lumière, c'est un spectre électromagnétique, en Voilà. fait, très large, qui est divisé en différentes longueurs d'onde, en Oui, fait, tout à fait. et que tu vas nous décrire ici. Donc, ces différentes longueurs d'onde se mesurent en nanomètres. Voilà. En fait, une onde lumineuse, si on veut faire juste des bases de physique, mais très simple, hein, une onde lumineuse, c'est caractérisé par deux paramètres, la fréquence et la longueur d'onde. Donc sur ce diagramme, vous voyez que plus on va vers la gauche, plus les longueurs d'onde diminuent, et plus on va vers la gauche, et plus la fréquence augmente. Alors, les longueurs d'onde, vous les avez notées ici. C'est les chiffres qui sont en dessous. Voilà. Et vous voyez que le rayonnement ultraviolet, il se situe pile entre les rayons X. Avant les rayons X, on a les rayons gamma. Entre les rayons X et la lumière visible, qui elle-même est décomposée en couleurs. Donc vous avez le violet, qui est la première partie de la lumière visible, et le rouge, qui est la dernière partie de la lumière visible. Au-delà de la lumière visible, on trouve les infrarouges. Après, on a les micro-ondes, et après, les ondes radio. D'accord? Donc vous voyez, les ultraviolets, ils se situent entre 100 et 400 nanomètres, et ils regroupent, comme vous voyez ici, trois types d'ultraviolets, les UVC, les UVB et les UVA. D'accord? Exactement. Donc là, à la fin du spectre ici, nous avons les infrarouges, donc on vous en a déjà parlé, les infrarouges qui sont en fait les longueurs d'onde qui produisent de la chaleur, Voilà. que les reptiles utilisent, on va en parler aussi en mixant avec les UV, pour se chauffer et qui sont très importantes pour leur métabolisme. Ça, c'est un fait. Voilà. Et donc tout ça pour vous expliquer simplement que les ultraviolets en fait font partie de la lumière naturelle d'origine solaire, mais que ce sont des rayonnements électromagnétiques qui ne sont pas perceptibles par l'œil nu. C'est-à-dire que ce sont des rayonnements invisibles à l'œil nu. D'accord? Ça c'est très important, ce qui n'est pas le cas de la lumière visible qui a une longueur d'onde supérieure. Voilà. Donc l'œil humain, en fait, ici perçoit la lumière donc entre 400 à 740 nanomètres. Voilà, exactement. Et ce qui va nous intéresser pour les reptiles, on a dit que les UVC, non, puisqu'il n'y en a pas sur la Terre, ou presque pas, un peu moins de 1%. Ce qui va nous intéresser, c'est cette gamme de longueur d'onde qui regroupe les UVB et les UVA. Et ces UV ont des rôles très importants, certes chez les reptiles, mais chez tous les organismes vivants sur la planète. Okay? Donc moi je pense qu'on peut partir de là. J'espère que tout le monde a bien compris. Alors voilà, on va essayer de vous apprendre plein de choses comme d'habitude en s'amusant. On va essayer que vous ne dormiez pas devant ce AirQuart parce que c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, on part technique et on va devenir très pratique après. Donc restez, accrochez-vous. On va essayer de rendre ça super vivant et dynamique parce que c'est hyper important que vous compreniez bien les bases pour pouvoir ensuite appliquer ça en terrariophilie avec des éclairages. Si vous ne comprenez pas ça, c'est compliqué après de savoir comment utiliser des éclairages. Et alors justement, excuse-moi de te couper, mais si on veut enchaîner sur du pratique, tu m'as posé la question, et donc là j'avais fait une petite digression avec des rappels de physique, mais quel est le rôle des UV chez les reptiles? Il y en a plusieurs, et quand on parle d'UV, c'est UVA et UVB. De manière générale, les UV au sens large, qui regroupent les A et les B, ils ont un rôle
déjà de stimulation de bêta-endorphine au niveau de la peau, c'est-à-dire d'une sensation de bien-être. Et ça, on l'a tous ressenti quand on est sur la plage en vacances. Non seulement on est bien parce qu'on est en vacances, mais on est bien aussi parce qu'on est au soleil. Et bien, dans notre organisme, il y a certaines endorphines qui sont sécrétées, qui nous font sentir bien. Particulièrement au Cap d'Agde, d'ailleurs. Il y a l'indice UV est le même que ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, ça c'est un des rôles. Il y a un autre rôle, c'est que les UV vont favoriser les défenses immunitaires au niveau du tégument, c'est-à-dire au niveau de la peau des reptiles. Ils vont également stimuler la pigmentation, ce qui va avoir un rôle barrière en fait. C'est-à-dire que cette pigmentation de la peau va créer une protection de la peau elle-même vis-à-vis d'UV qui pourrait être nocif. Et puis ils ont aussi, alors pour les UVB et pour les UVA, un pouvoir de désinfection au niveau de la peau. Donc ça c'est les 4 grands rôles des ultraviolets au niveau de la peau des reptiles. Alors, après, donc on va essayer d'expliquer un petit peu quel est le rôle des UVB pour détailler en fait le rôle des UVB et le rôle des UVA. Parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai, en terrariophilie, on parle très souvent des UVB, Oui. mais on oublie un peu tout le reste de la lumière, les UVA, et puis après même, on va dire le flux lumineux en général. Donc on va parler très important avec les LED, etc. Donc ça, je voudrais qu'on y revienne après. Mais on va commencer donc dans l'ordre. Alors, les UVA, Oui. quel est leur rôle? Déjà, les reptiles voient-ils les UVA? Nous, on ne les voit pas. Alors oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a été démontré par diverses études, et notamment par des études anatomiques de la rétine de ces animaux, qui sont dotés de photorécepteurs capables de percevoir une partie des UVA. Exactement. Ce que nous, humains, sommes tout à fait incapables de faire. Voilà, ils ont un capteur en plus que nous. Exactement, c'est ça. Dans l'œil. Et en fait, donc, cette perception des UVA, pour nous, êtres humains, c'est un truc qui est complètement incompréhensible, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que l'éclairage en captivité va devoir également comprendre des UVA pour participer au bien-être de ces animaux. Parce que les UVA, on sait que ça participe à la fonction de reproduction, à la fonction au rythme naturel, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire l'alternance entre le jour et la nuit, la photopériode. Et donc ce sont des UV qui sont très importants aussi pour les reptiles. Il ne faut absolument pas les négliger. Ce serait une erreur de mettre que des UVB. Exactement. Et j'ai aussi donc lu, alors tu me confirmeras, que en fait il y avait des réfléchissances aux UVA dans la peau des reptiles, des marqueurs réfléchissants en fait dans la peau des reptiles, dans certaines plantes et sur certains insectes, en fait, et qui donnent aux reptiles en fait une vision spécifique, soit de leurs congénères, soit de leur proie ou des plantes, et c'est pour ça qu'ils pourraient être attirés par certaines plantes, parce qu'en fait, nous on ne le perçoit pas, mais elles vont avoir une couleur pour eux bien particulière, comme si elles brillaient, un peu comme si on était dans, comment ça s'appelle ce film là, tu sais, Un film qui brille. un film qui brille là, tu sais, sur une planète... Au revoir. Non. Un peu comme C3PO. Non, le truc où ils ont pris des trucs du monde marin là, et tout ça là... Avatar. Avatar. Voilà, Avatar. Pas du tout les Non, mais c'est vrai, donc tu as raison, ça participe à la reconnaissance sociale intraspécifique et interspécifique, entre les espèces et au sein même d'une espèce. On peut s'associer. Et je sais qu'il avait beaucoup, James Cameron avait beaucoup étudié le monde marin, la réflexion. D'ailleurs, on peut l'avoir aussi avec la lumière sur les écailles des poissons, par exemple. Ça communique aussi. Donc les UVA, chez les reptiles, déjà, ils les voient et ça leur donne une perception des couleurs et de leur monde qui est différent. Et donc ça, il faut pouvoir leur offrir, puisque ça va les stimuler pour certaines choses. Donc ça stimule l'appétit. Voilà, l'appétit, l'état général, voilà, la reproduction, ça participe au bien-être global de l'animal. Exactement. Et donc on en arrive aux UVB. Oui. Donc là, tu es extrêmement bien placé pour nous en parler, puisque toi, tu connais tout le processus physiologique et donc ce qui est important. Tu vas nous expliquer un peu le rôle et plus profondément, on dit souvent oui, ça stimule donc la synthèse de la vitamine D3, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu ça avec un petit schéma, par exemple? Un petit schéma, bah, écoute, oui, je vais te trouver ça. En fait, les UVB ont pour pouvoir de favoriser la synthèse de vitamine D3 au niveau de la peau des reptiles par un mécanisme qui s'appelle la photoconversion cutanée. C'est-à-dire que sous l'effet des UVB, eh bien, la prévitamine D3 va être transformée en vitamine D3. Alors je peux vous montrer un petit... Je ne sais pas si c'est possible de... mais avec doute, tout est possible. D'accord, ok. Elle zoom, elle zoom, elle zoom. Alors en fait, la vitamine D3, vous voyez, elle provient d'une molécule qui s'appelle le cholestérol. D'accord. Merci. Et ce cholestérol est d'abord transformé en provitamine D3. Et cette provitamine D3 est transformée en prévitamine D3 par un mécanisme dont on vient de parler, qui s'appelle la photoconversion cutanée grâce aux UV. Ça, c'est pas propre aux reptiles, c'est propre à tous les animaux sur la planète.
Et à vous et moi, quand on est sur la plage, on fabrique de la D3 grâce à ce mécanisme de photocorrélation cutanée. Ensuite, la provitamine D3 est transformée en prévitamine D3 par un deuxième mécanisme qui s'appelle la thermoisomérisation. D'accord? Et donc, ce qui veut dire que, vous voyez, j'ai entouré ici en rouge, ces deux éléments que sont chaleur et UV sont tout à fait nécessaires et doivent être associés pour favoriser cette synthèse de vitamine D. Donc tout à l'heure, on verra pourquoi cette vitamine D est si importante. Mais exactement. Voilà, la vitamine D, elle provient du cholestérol par ces deux mécanismes que sont photoconversion. Et puis ensuite, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le foie et dans les reins, cette vitamine D subit des transformations biochimiques pour être finalement un métabolite actif qui, au final, va favoriser l'absorption intestinale du calcium alimentaire. C'est-à-dire que quand vous donnez du calcium à vos reptiles, si votre reptile n'a pas de vitamine D3, vous pouvez en donner autant que vous voulez, le calcium ne passera pas la barrière intestinale, ça ne sera pas absorbé dans l'organisme. Exactement. Donc, si on veut résumer ton magnifique schéma, qui est pour, je pense, vraiment très intéressant, les UVB sans chaleur, ça ne sert à rien. La chaleur sans UVB, ça ne sert à rien pour le cycle du calcium. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, si vous mettez des UV, mais pas le bon chauffage à vos animaux, ils n'auront pas un bon cycle de calcium. Voilà. Et si vous mettez de la chaleur mais pas le bon éclairage, ou en tout cas vous fournissez pas ce qu'il faut au niveau de la lumière, le cycle ne sera pas respecté. Exactement. D'où l'avènement des lampes dont on parlera tout à l'heure, cette nouvelle génération de lampes tout en un qui chauffent et qui font des UV en même temps. Et aussi infrarouge et ultraviolet. On peut tout à fait chauffer avec un élément qui fait des infrarouges et aussi rajouter un éclairage UV. Exactement. On n'est pas obligé de dissocier les éléments. On peut dissocier et on vous expliquera pourquoi. Je fais juste une petite parenthèse pour tous ceux qui justement voulaient voir le schéma. On le remettra donc sur notre page Facebook. On aura Lionel s'il veut bien nous le prêter. Enfin, le prêter, je sais pas. On va le payer. Il faut quand même qu'il ici les harpeurs. Voilà, parce que vous savez que comme l'a dit Lionel, il aime la douceur du soleil sur la plage. Voilà. Et particulièrement à Copacabana ou à Rio. Donc on l'enverra en club grâce à ça. Donc, voilà. Et chers harpeurs, on vous remettra du coup le schéma pour que vous puissiez prendre le temps de le lire. Et si sinon, vous faites seulement pause sur le replay qu'on vous mettra dans quelques jours sur YouTube. C'est ça. Clairement, on le mettra en photo. Et donc cette vitamine D3, Nico, on en parle énormément en herpétologie, notamment en herpétologie vétérinaire, parce que un manque de vitamine D3 a des conséquences désastreuses au niveau du squelette, puisque ça provoque une maladie qu'on appelle la maladie métabolique osseuse d'origine nutritionnelle, c'est-à-dire une espèce de rachitisme, de décalcification de l'ensemble du squelette. Donc ça c'est quelque chose d'assez courant, on va dire, ouais. Dans les reptiles, qu'on voit fréquemment chez les reptiles en captivité. Alors qu'on voit encore fréquemment, beaucoup moins qu'à une époque. Tu sais, moi je suis un vieux de la vieille. Ouais, j'ai commencé. On sait que tu as l'expérience. Voilà, moi j'ai 40 ans de terrariophilie, mais ça fait 30 ans que je suis vétérinaire herpétologue. Et dans les années 90. Non, mais dans les années 90, 9 consultations sur 10, c'était des iguanes qui avaient les os fracturés, c'était ensuite des pogonas qui avaient les os fracturés, des caméléons qui arrivaient complètement déformés parce qu'ils n'avaient pas d'ultraviolet, donc pas de vitamine D3. Ben, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Rappelez-vous, je ne suis pas aussi expérimenté que Lionel, on va dire. Parce que je ne veux pas dire ancien, parce qu'après il va m'en vouloir. Ah non, je ne voudrais pas. Mais bon, moi je fais un peu partie de la old school, j'étais le petit gars qui venait le faire chier déjà à l'époque. Et c'est vrai que à l'époque, c'est pour ça que je vous dis toujours les harpeurs, parce que vous avez vraiment de la chance de faire de la terrariophilie aujourd'hui où il y a plein de matériel, il y a plein d'informations qui sont disponibles et de plus en plus grâce à Internet et YouTube, etc. Il y a vraiment... Ça n'a rien à voir avec l'époque. Donc il y a eu plusieurs époques dans notre monde, dans le monde du reptile. Donc il y a eu le début, la fin des années 80, début des années 90, où là il n'y avait pas de matériel, donc on avait ce que tu viens d'expliquer. Zéro UV. Le éclairage ultraviolet n'existait pas en terrariophilie. Voilà. Ensuite, il y a eu la fin des années 90, début des années 2000, l'avènement des néons UV, des supplémentations pour reptiles aussi, des produits qu'on pouvait rajouter sur la nourriture. Et ensuite, il y a eu une troisième période, on va dire, avec des éclairages UV plus performants, comme les néons T5, les lampes à vapeur de mercure ou les lampes HID, donc à halogénure métallique. On va détailler tout ça, qui font à la fois des infrarouges et des UVA et des UVB. Donc là, on a bien détaillé tout ça. Donc, je voulais faire donc une petite aparté, enfin pas une petite aparté, mais un petit élargissement, parce qu'on parle des UV, mais on va parler de la lumière. Donc, nous, justement, là, on parle du matériel qui a évolué.
Une des dernières nouveautés en date, ces 2-3 dernières années, nous on expérimente chez Reptiligne, dans notre boutique, dans nos élevages, etc., c'est le rajout, en plus d'un éclairage UVA UVB, de LED qui font une lumière qui ne produit pas d'UVB, hein, mais qui fait une lumière très intense. On vous a déjà expliqué des températures de lumière, donc on mesure en Kelvin, donc plus les Kelvins sont hauts, plus la lumière est blanche, plus les Kelvins sont bas, plus la lumière est rouge. Donc en fait ces LED fournissent un éclairage très brillant, très vif, et on a remarqué que ça stimulait énormément nos lézards, que les couleurs étaient magnifiques, mais pas que, aussi les serpents, on a vu des résultats assez probants sur la reproduction. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire, pourquoi en fait ces animaux diurnes réagissent aussi bien quand on rajoute des LED? Parce qu'en fait là on parle beaucoup des ultraviolets, et ce tableau c'était pour montrer que c'était une infime partie du spectre lumineux total, mais les reptiles ont besoin de la globalité du spectre électromagnétique de la lumière. Donc en fait, la lumière participe aussi à leur bien-être. On sait que c'est par exemple la photopériode qui va conditionner la folliculogénèse chez les femelles, c'est-à-dire la stimulation des ovaires. Donc pour bien reproduire des reptiles, il faut qu'il y ait des différences de luminosité. Et chez les mâles, le développement du sperme dans les testicules, etc. Exactement. Donc la lumière participe au cycle de la reproduction, au bien-être global de l'animal. Il ne faut pas oublier qu'on a tous en captivité des reptiles qui sont issus à l'origine. La terrariophilie, ça a 40-50 ans maximum. Ça fait des millions d'années que les reptiles sont sur notre planète. On ne peut pas s'imaginer qu'en 50 ans, ils puissent s'adapter à des conditions de vie en captivité aussi facilement. Et il faut toujours raisonner. On puisse comprendre, surtout parce qu'on ne comprend toujours pas comment ils vivent dans la nature. C'est ça. On vous le dit souvent dans Airworld, la première chose à savoir quand vous avez des reptiles, c'est que vous ne savez rien. Même des scientifiques, des biologistes ne savent pas comment ces animaux-là vivent dans la nature. Ils sont très peu étudiés. Donc, sachant que ce sont des animaux qui sont extraits, qui à l'origine sont d'un milieu, d'un écosystème excessivement complexe, de biotopes très sophistiqués, il faut toujours essayer de calquer sur le mode de vie naturel de l'espèce qu'on a en captivité. Donc une espèce qui passe sa vie en plein soleil dans le désert, on comprendra facilement qu'il a besoin de beaucoup de lumière. Une espèce qui sera dans une forêt tropicale ombragée, il faudra bien sûr adapter la luminosité. Mais de toutes les manières, la lumière joue un rôle prépondérant. Il n'existe pas de reptile qui vit dans le noir toute sa vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même s'ils sont nocturnes, forcément, il y a des phases. Il y a le jour qui est là, et ils vont avoir quand même une tranche de vie pendant la journée. Donc ça, c'est une question que je vais te poser après parce que qui fait souvent débat. Donc je voudrais qu'on y réponde bien. Mais pour en terminer avec ça, pour être très pratique, parce que là c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Lionel qui est un grand spécialiste et qui vous expliquer des choses très techniques, mais pour être très pratique, en fait, vous voyez souvent quand vos lézards diurnes sont un peu apathiques, très souvent nous quand on fait des consultations pour des gens qui ont des installations, enfin quand je dis des consultations, rien à voir avec du vétérinaire, mais c'est-à-dire qu'on fait du consulting, on explique aux gens qu'est-ce qui pourrait être mieux en fait pour que leur reptile aille mieux. Très souvent, on remarque que leurs reptiles n'ont pas suffisamment de lumière. Souvent, les terrariums sont assez sombres. Et quand on vient ici, le fait qu'on ait mis des LED et tout ça, les gens disent « Ah, la vache, ils sont super beaux, vos reptiles, etc. » Mais ils ont beaucoup de lumière. Vous avez tous remarqué que si vous prenez vos reptiles, par exemple un pogona, qui est un reptile diurne très courant en captivité, et que vous le mettez pendant les beaux jours à l'extérieur, dans une cage, dans un enclos, vous allez voir que tout de suite, il va avoir un comportement complètement différent. Le comportement, il change. Voilà, il change radicalement en 5 minutes. Et ça, en 5 minutes, tu confirmeras, Lionel, que ce n'est pas le cycle du calcium et les UV, qu'on fait quelque chose. Non, pas du tout. C'est la luminosité qui s'exprime en luxe, en lumen. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui joue sur la réaction de l'animal immédiate. Exactement. Donc en fait, plus vous allez éclairer vos terrariums, plus vous allez avoir des animaux qui vont être en bonne santé et qui vont avoir un bon comportement. Alors attention, aujourd'hui je voulais qu'on parle évidemment des bienfaits des UV, on met toujours les UV, c'est très commun dans la terraphilie de mettre les UV en avant pour le bienfait des reptiles, mais attention, on va vous expliquer tous les dangers et le fait que, en fait, la plupart d'entre vous, et nous-mêmes avant, on n'avait pas d'appareil pour mesurer les UV. Donc là, on va vous montrer des appareils pour mesurer les UV et on va vous expliquer comment se mesure
les UV pour en fait savoir comment les utiliser. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on les utilise au final. Maintenant, on en a, mais on les utilise quand même assez mal. Oui, parce que c'est pas évident de bien les utiliser. En fait, à ce jour, il y a deux types de solar meters, c'est-à-dire de détecteurs à ultraviolet. Il y a ceux en fait qui mesurent un niveau relatif d'UV par rapport à la luminosité globale qui est émise par une source lumineuse. D'accord. Ça, c'est les solar meters qui mesurent les index UV. D'accord. Index UV, c'est l'appellation anglo-saxonne de indice UV, puisqu'en France, on parle d'indice UV. Voilà, alors j'ai fait un petit récap ici. Donc, on va attendre que Doud revienne avec les appareils en question. Vous allez voir, donc c'est des petits appareils. Et pourquoi, en fait, actuellement, les gens n'en ont pas? C'est parce qu'en fait, pour l'instant, c'est des appareils qui coûtent quand même un petit peu cher. C'est en général 400 € l'appareil. Donc c'est vrai que pour nous qui avons beaucoup de lampes et qui avons beaucoup de reptiles à élever, c'est valable de l'avoir. C'est vrai que pour un particulier qui a 2-3 reptiles, c'est plus compliqué. Donc on va essayer, justement, l'important du travail des gens qui vous conseillent, c'est de bien connaître leur matériel et les distances de sécurité, etc. Donc voilà ces petits boîtiers. Voilà, donc il y en a un qui mesure l'indice UV. Et l'autre qui mesure en fait le niveau absolu d'émission d'UV sur une surface donnée. Voilà, alors on va commencer par l'UV meter. Alors je voulais détailler ici. Alors l'UV meter, lui, quand on appuie ici, qu'on le met sous la lumière, il va mesurer en fait la quantité totale d'UVB sur toute la gamme de longueur d'onde des UVB. Donc on ne peut pas savoir à quelle fréquence exactement il mesure, mais il va mesurer le large spectre des UVB, donc c'est de combien? 290 à 320 nanomètres. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette longueur d'onde d'UVB, seule une partie de cette longueur d'onde va stimuler la fabrication de vitamine D3 dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. C'est une gamme qui va de 295 à 305 nanomètres. Donc plus petite que celle-là. Mais là, cet UV-metteur, comme vous dit Nico, il mesure l'ensemble de la longueur d'onde des UVB. Voilà, donc en fait, je vais vous schématiser tout ça. Donc lui, en fait, il va vous donner, et la mesure, en fait, c'est les microwatts au centimètre carré. Donc il va donner le nombre de microwatts au centimètre carré produites par la lampe, par exemple. Donc en fait, qui va vous donner ça, mais sur toute la gamme de longueur d'onde qui compose les UVB. Or, comme vient de le dire Lionel, nous, il nous faut une mesure plus précise qui est comprise dans les longueurs d'onde courtes, voilà, en fait, moins étendues que moins celle-ci, étendues, de 295 à 305. de 295 à 305. Et pour cela, on a un autre appareil qui, on va dire, est un petit peu plus précis et qui, lui, va nous donner ce que Lionel vous a expliqué, ce qu'on appelle l'indice UV, qui, lui, va se mesurer de 1 à 11. C'est ça. En fait, donc c'est plus des microwatts, c'est des nombres. C'est ça, donc 1, ça 2, 3, mesure 4, 5, 6, ce qu'on appelle l'irradiance en microwatts par centimètre carré, et ça mesure l'indice UV dont vous entendez parler après le journal dans la météo par exemple. L'été, on parle d'indice UV sur les plages, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc en fait, pour bien comprendre, donc les deux appareils sont importants et sont complémentaires. Donc en fait, en gros, si vous voulez bien mesurer vos UV et bien savoir ce qui se passe sous vos lampes, il vous faut les deux. Donc pour que vous compreniez bien comment ça marche, je vous ai fait un petit schéma avec un comparatif. Donc, je pose ça. Ici, j'ai deux lampes UVB, d'accord, qui produisent des UVB. Avec mon UV-metteur, je vais mesurer, et à cette distance-là, par exemple, j'ai 100 microwatts sous chaque lampe, au centimètre carré, d'accord? Voilà, 100 microwatts. Et ensuite, je prends l'indice UV. Et par exemple, sous cette lampe, je vais avoir que 3 d'indice, et sous cette lampe, à la même distance, je vais avoir 8. En gros, pour la même quantité de microwatts, je peux avoir un indice complètement différent parce que là, il va y avoir une quantité plus faible d'ondes courtes et là, il va y avoir une quantité plus importante d'ondes courtes. En gros, si vous voulez un peu résumer le truc hyper simplement, pour que vous compreniez, voilà, j'ai fait un petit parallèle avec ce que vous connaissez tous, la picole. Donc en gros, ça veut dire que vous avez deux verres qui font tous les deux 100 ml. 100 microwatts, 100 ml. Vous avez la même quantité de liquide, sauf que vous avez un liquide qui est du vin qui va être moins fort en teneur d'alcool.
et un liquide qui est 100 ml de whisky qui va être beaucoup plus fort en teneur d'alcool. C'est exactement le même principe que nos lampes et c'est pour ça qu'il faut avoir ces deux appareils. Et ce qui est le plus important au final, c'est l'indice UV. S'il y en a un à choisir, c'est celui-ci. Voilà. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous donner les bons rayonnements pour produire de la D3 ou alors pour être dangereux pour vos reptiles. Parce que en fait, c'est là où toi tu interviens, Lionel, tu vas nous expliquer les dangers et les bienfaits de cet indice UV, de cette fréquence en fait de longueur d'onde. Tout à fait. Mais alors, ce qu'on peut dire aussi à nos herpeurs, c'est que là, on parle de l'indice UV, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet indice UV? Parce que qu'est-ce que vous allez en faire? En fait, il faut utiliser cet indice en se reportant à un tableau d'un scientifique qui s'appelle Ferguson, qui dans les années 2000... Non, c'est pas le même, c'est pas massé. Dans les années 2000, en fait, a établi des zones. En fait, il y en a 4 qui s'appellent bien sûr les zones de Ferguson. Les zones de Ferguson. Voilà, et c'est à partir de relevés sur le terrain dans le monde entier qu'il a établi en fait 4 zones de Ferguson qui établissent en fait les fourchettes d'indices UV nécessaires par groupe d'espèces. Donc en fait, vous avez des reptiles qui sont classés en zone 1, ce sont les reptiles essentiellement nocturnes et crépusculaires, qui ne s'exposent pas ou presque pas au rayonnement ultraviolet. Vous avez la zone 2 qui correspond aux reptiles crépusculaires qui s'exposent partiellement au rayon du soleil. La zone 3 qui sont des reptiles qui s'exposent plus souvent au rayonnement solaire. Et la zone 4 des reptiles qui quasiment toute la journée sont en pleine insolation et sont donc très exposés au rayonnement UVA et UVB. D'accord ? Eh bien, quand vous regardez ce tableau qui est disponible sur Internet, vous pouvez le trouver dans la bibliographie, eh bien, en fonction de votre espèce, vous saurez si votre espèce appartient à l'une de ces 4 zones. Ouais, déjà le 3. Et du coup, là, c'est exposition partielle. Exposition partielle. Eh bien, vous saurez du coup quelle est la fourchette d'indice UV nécessaire à votre reptile. Et vous pourrez contrôler dans votre terrarium que la gamme de longueur d'onde d'ultraviolet que vous apportez à votre reptile correspond bien à la zone de Ferguson en question. Alors, à partir de quel indice ça commence à être dangereux pour un reptile? Parce que je voudrais que vous compreniez bien que finalement, en fait, je pense que le résumé de ce AirQuart sur les UV, en fait, quand on en discute entre nous, c'est de dire finalement, vaut mieux qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'UV que beaucoup trop d'UV. Alors en fait, tu sais, je vais te citer, on va dire 2 études qui ont été faites sur les pogonas. La première, c'était sur des pogonas juvéniles en pleine croissance, qui a démontré que 2 heures d'exposition par jour aux ultraviolets suffisaient à leur faire obtenir un taux de vitamine D3 dans le sang largement suffisant pour absorber le calcium. 2 heures, uniquement 2 heures. Et une autre étude a montré chez les femelles pogonas adultes que une exposition régulière aux UV lui permettait ensuite, pendant 83 jours, donc pratiquement 3 mois, de se passer totalement d'ultraviolet sans que son taux de vitamine D3 diminue du tout. Donc c'est pour dire qu'il faut être quand même assez raisonnable. En fait, ouais, ça, je te coupe, non, pas de problème. En fait, ça remet quand même tout en cause l'utilisation des UV dans nos terrariums. Voilà, on est là pour ça. Avec Airquart, on est là pour taper dans la fourmilière. Et même pour faire encore plus précis, permet nous aussi, donc, qui proposons du matériel et installons du coup faisons des installations pour nos clients. Et conseillons que par exemple, parce que ce que tu viens de dire me parle, c'est que nous on va conseiller du coup un éclairage. Donc une luminosité de 10 à 12 heures par jour, en règle générale, c'est quelque chose qu'on va conseiller. Et là, on revient en fait justement sur ces choses-là, où peut-être qu'une utilisation différente de ce tube néon va être intéressante pour nos animaux. En fait, tout dépend de la puissance, en fait, de la puissance du tout sport. dépend aussi de la zone de Ferguson, du coup. Voilà, en fait, il faut vraiment se placer en termes de besoin de l'animal qu'il a dans son milieu de vie naturel. Il faut vraiment être raisonnable. Alors moi, tu sais, moi qui ai connu donc, cette période dont on parlait, pas d'UV, tube fluorescent, et après, vapeur de mercure, halogénure de métal. D'accord. Il faut quand même être raisonnable. Enfin, vous tous qui nous écoutez, Nico, Dimitri, on sait tous que les UV c'est dangereux. Exactement. Les cabines UV ont quasiment été interdites par l'Agence régionale de santé. C'est un rayonnement. Moi, si je n'ai pas de crème, les herpeurs, je deviens tout rouge. Voilà, il faut faire vraiment attention aux UV. On sait que le mélanome est une des conséquences des trous dans la couche d'ozone parce que justement les UVC passent davantage, ils sont très mutagènes, donc très cancérigènes. En fait, les UVC sont plus cancérigènes que les UVB, qui sont plus cancérigènes que les UVA. Donc il y a un vrai risque des UV. Donc quand on utilise des UV dans tous nos terrariums et qu'on bombarde les animaux avec des lampes hyper puissantes, avec des microwatts par centimètre carré qui dépassent les 500 microwatts, alors que la plupart des reptiles qui vivent
au soleil ont besoin de maximum 200 microwatts par centimètre carré. Ça, c'est Danny Brown le dit dans son livre sur les reptiles. En fait, il dit qu'un varan, par exemple, sur une journée, 200 microwatts, ça lui suffit largement. Donc il faut être vraiment raisonnable, faire très attention à ça et pas enfin, trop d'UV, c'est vraiment très dangereux. Et on en parlera, ça provoque des maladies graves chez les reptiles. Nous vétérinaires, on en est les spectateurs. Ça les tue. Alors, c'est pour ça, ce soir, les herpers, que je voulais vraiment faire cette émission avec Lionel qui peut vous donner toutes les informations pour que vous preniez ça vraiment au sérieux. C'est vrai, on fait les cons avec la guitare et tout ça, mais on est là pour donner des vraies infos. On vous donne toujours des vraies infos. Et il y a un concept, on vous amène toujours des concepts qui sont assez modernes dans cette émission, on espère en tout cas. Et aujourd'hui, il y a un concept qui n'est pas assez mis en avant, qui est mis en avant par pas mal de gens dans des bouquins, mais que les terrariophiles, on va dire, en grande majorité ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle l'UV-régulation. Donc aujourd'hui, on a souvent parlé de la thermorégulation, donc le reptile qui va se thermoréguler, réguler sa température d'une manière comportementale, en allant plus ou moins près d'une source de chaleur, etc., par plein de biais différents. Et là, en fait, c'est la même chose avec les UV, c'est-à-dire que dans un terrarium, il faut donner aussi à l'animal l'opportunité d'aller à l'ombre, comme il le fait. C'est vrai que généralement, sur nos installations, on va mettre un tube néon qui va faire l'ensemble de notre bac. Donc si on part par exemple d'une installation de Pogona sur un bac de minimum 90 cm, 120 cm au mieux, on va mettre un tube néon, du coup on va se dire, j'inonde d'UV toute la surface de mon terrarium. Sauf que c'est vrai que du coup on se rend compte aussi, et moi par exemple j'utilise sur mes animaux, je leur fais des plateformes complètes où l'animal peut se réfugier s'il ne veut pas bénéficier de ces UV. Tout à fait, mais il faut leur proposer le choix. C'est la création de micro-habitats, vous savez, on en a déjà parlé avec des biologistes comme Olivier Marquis qui sont venus dans notre émission, la notion de micro-habitat qui est hyper importante, dans un même biotope, l'animal peut utiliser plein de micro-habitats, il n'est pas forcément aux températures qu'on trouve en surface, il n'est pas forcément à des expositions de... Voilà, un uromastix qui vit dans le désert, ça ne veut pas dire qu'il est toute la journée au soleil. Si on le met toute la journée au soleil, il meurt. J'en ai fait la triste expérience quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pour ça qu'en début d'émission, j'ai bien fait le distinguo entre les UV naturels et les UV artificiels. En fait, il faut bien comprendre qu'il existe sur notre planète des gradients UV absolument partout. C'est qu'on parle de gradient thermique dans un terme. Il faut aussi parler de gradient UV parce que la quantité d'UV perçue au sol est très dépendante de tas de choses, de la latitude, la longitude, l'altitude, le relief, la couche nuageuse qui elle-même varie au cours de la journée. Il faudrait pouvoir reproduire tout ça en captivité, ce qui n'est pas possible. Mais comme dit Nico, il faut absolument s'efforcer de créer un gradient UV pour que l'animal puisse choisir l'exposition optimale dont il a besoin pour fabriquer sa vitamine D3 et qu'il ne soit pas toute la journée pendant 10 heures exposé à des quantités d'UVB qui sont énormes. Voilà, et dans le doute, si vous ne disposez pas de ce type de matériel. Putain, t'es chien quoi, à chaque fois. Putain, le moindre bafouillement, le moindre. T'en as fait un tout à l'heure, j'ai absolument rien. Corne de bouc, Dimitri. Et comment, si vous ne disposez pas de ce genre de matériel, sur le chat, et équipement, dans le doute, il faut toujours miser un petit peu en dessous que trop. En fait, comme le disait Lionel très bien dans notre histoire de la terrariophilie, on a commencé avec rien. Ensuite, on a eu des bons tubes UV, on était très contents, on a eu des bons résultats. Et ensuite, on nous a... Voilà, je trouve que cette époque des tubes UV, on ne voyait plus de maladies métaboliques osseuses et on ne voyait pas de brûlure. Voilà, et moi, je suis en train de revenir à la phase 2 de la terrariophilie, parce qu'en fait, ensuite, on a eu l'époque des lampes à vapeur de mercure et lampes HID, donc de différentes marques, le Raptor, le Reptile, etc., Zomed, voilà. Donc c'est pas, voilà, c'est des accessoires intéressants, mais qui doivent être utilisés avec vraiment des précautions, des vraies distances de sécurité, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc surtout, moi j'étais comme vous, quand on m'a proposé des nouvelles lampes super puissantes et tout, je me suis dit, bah, à bloc d'UV, top quoi. Je veux dire, et j'avais pas réfléchi le truc, je me suis dit, plus il y en a, mieux c'est. Et en fait, je me suis très vite aperçu en les mettant aux animaux que leur comportement changeait, mais pas dans le bien, dans le mal. Des animaux qui avaient les yeux plus fermés, qui se déshydrataient hyper vite, parce que les UV, effectivement, ça peut créer des cancers et tout ça, mais la première cause d'une exposition importante aux UV, c'est une déshydratation sévère. On nous le dit quand on va à la plage ou quand on va à la montagne, qu'il faut beaucoup boire. Il faut s'hydrater. Voilà, il faut s'hydrater. Donc, en fait, ça, c'est hyper important. Et effectivement, tout de suite, je me suis aperçu que, oula, attention, ça, c'était peut-être pas la panacée. On a vu arriver
pas mal de varans arboricoles qui ont des peaux assez sensibles parce que toutes les peaux de reptiles ne se valent pas. Il y a une écaillure très résistante, par exemple chez un pogonard, qui va laisser filtrer beaucoup les UV, donc il va survivre mieux, en fait, c'est même pas qu'il sera bien, mais qu'il va survivre mieux. Et il y a des peaux qui sont très sensibles, comme celles des varans ou des caméléons. Et on voyait, ils roussissaient, en fait, ils prenaient des véritables coups de soleil, ils devenaient noirs. On a vu des prasinus avec des bandes noires sur le dos, et ça venait de ces lampes tout en or. Pourquoi? Parce qu'on leur mettait plus que ça, et comme on sait que chez les reptiles, la chaleur, c'est la vie, et ben ils allaient de toute façon sous la lampe. Et tu sais pourquoi c'était des bandes noires sur le dos des prasinus, non? Vas-y, explique. Et c'est qu'en fait, c'est les lésions des chromatophores qui créent ça. Tu sais que la peau est constituée de chromatophores, tu as les iridophores, les xanthophores qui sont allumés, il reste plus que les mélanophores et ça te fait des taches noires. D'ailleurs, la présence d'une tache noire sur le dos d'un reptile chauffé par le dessus doit immédiatement faire penser à une brûlure. Et c'est ça qui crée en fait cette coloration noire sur la ligne du dos. Et c'est sur les crêtes les plus saillantes du corps. C'est comme toi, si tu es sur la plage, tu vas commencer à te prendre un coup de soleil sur le pif. Voilà. Les caméléons, c'est les cônes oculaires, souvent qui brûlent, les paupières, les casques, la crête dorsale, c'est tout ce qui est saillant en fait. Et est-ce que par exemple ça peut se voir sur une seule écaille par exemple? Parce que non. Ça arrive des fois où moi je vois sur mes pogonats qui commencent à être très vieux, où justement on a des écailles qui viennent, qui se pigmentent en noir. Alors je me demandais si c'était pas du coup l'effet de vieillesse. Mais du coup, c'est les taches de vieillesse sur les écoute, j'ai pas de réponse pour ça. Honnêtement, je préfère dire quand je ne sais pas. En tout cas, c'est pas lié à une brûlure aux yeux, mais ça peut être lié à un vieillissement cutané. Ça, c'est possible. Parce que c'est forcément, on va dire, un peu plus diffus que sur une écaille. C'est jamais une écaille. Et le problème des halogénures de métal, moi, je vais donner mon sentiment. J'ai toujours été un peu contre les éclairages halogènes. Pourquoi? Parce que l'halogène, c'est même les versions floutes qui sont plus larges, c'est un éclairage qui est très focal, qui s'exerce en fait avec un maximum de puissance sur une petite surface. Et c'est comme ça qu'on brûle le plus les animaux. On voit tout, c'est un halogène au plafond, tu vois qu'en fait si tu mets la main en dessous, ça crée un rond qui est très très petit en fait. Et donc moi je suis assez méfiant vis-à-vis des halogènes. Si je devais choisir, j'ai une petite préférence pour les vapeurs de mercure. Il y en a qui sont moins efficaces que d'autres, on en parlera tout à l'heure. On dispose aussi d'un outil en fait qui a été publié par un confrère vétérinaire qui s'appelle Baines en 2009, qui est très très bien, qui permet justement de comparer les différentes lampes en fonction des besoins de chaque espèce. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention parce que effectivement, les brûlures n'existent pas dans la nature. On ne sait pas pourquoi un reptile est capable de rester se brûler jusqu'au 3e degré sous une lampe. Avant de sentir l'inconfort qu'il ressent, parce qu'il ressent la douleur. Quand tu fais une piqûre sur le dos d'un reptile, il bouge. Évidemment, quand tu le touches, même sans lui faire mal. Il y a ce qu'on appelle de la nociception, c'est-à-dire une perception de douleur. Parce que souvent les gens disent, alors ça c'est aussi, on est là pour faire tirer tous les faits, parce que tous les gens, souvent on entend, oui mais les reptiles ne ressentent pas la douleur. Non, c'est complètement faux. Ça c'est complètement faux. Maintenant on fait toujours des antalgiques après les chirurgies, on gère la douleur comme sur un chien ou sur un chat. Et donc on ne sait pas bien pourquoi ces reptiles peuvent rester collés à une lampe. Un serpent peut rester enroulé à une lampe pendant 4 heures jusqu'à une brûlure du 3e degré, et il s'en va quand il est complètement brûlé. On ne sait pas pourquoi. On suppose que, comme ce phénomène n'existe pas dans la nature, ces animaux ne sont sûrement pas programmés pour réagir par rapport à ça, et probablement qu'ils ne font pas la liaison, le lien entre ça fait mal, il faut que je m'en aille. Tu vois? Parce que moi, du coup, c'est ce qu'on m'avait expliqué, alors je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais que justement, en fait, justement pour cet exemple de serpent, moi ça m'est arrivé en magasin il y a quelques années, j'ai malheureusement trouvé quelque chose de... C'était pas ici en tout cas. Non, c'était pas ici, c'était dans un magasin. Voilà. Je ne dirais pas le nom. Non, mais du coup, on m'a expliqué que les serpents, ou les reptiles en général, ressentaient la brûlure au 3e dernier. Je voulais savoir si c'était... Honnêtement, on ne sait pas. C'est encore une grande énigme. Moi, ça m'arrive de l'expliquer lors d'une vente par rapport à certains trucs, de dire à mes clients. Franchement, on ne sait pas bien comment un varan peut rester sous une lampe halogène pendant 4 heures et ressortir complètement brûlé et ne pas partir avant. En fait, c'est assez difficile à expliquer. Peut-être que simplement, d'un point de vue comportemental, pour eux, la chaleur c'est tellement important que, en fait, ils capitalisent en disant bon bah j'ai besoin de chaleur. C'est vrai que c'est aussi vital pour eux que nous de respirer. Ça se chauffe et ils se chauffent quitte à... Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, les brûlures que nous on voit en tant que vétérinaire le plus, c'est les terrariums où le gradient thermique n'est pas respecté, où il y a une zone excessivement froide, une zone très très chaude, et pas grand chose entre les deux. Le reptile, coûte que coûte, va se chauffer, quitte à se brûler. Il peut faire du plus. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'avoir quand même une chaleur assez homogène, et c'est aussi là où on vous a souvent expliqué qu'il y avait des reptiles qui étaient
très thermorégulateurs, qui savaient très bien se thermoréguler, et d'autres animaux, et ça je voulais expliquer dans plusieurs émissions, qui étaient plutôt des thermoconformistes, c'est-à-dire des animaux qui vivent dans une fourchette de température qui n'est pas extrême, en fait, aux alentours de entre 24 et 25 et 27, etc. Et en fait, si vous les faites vivre dans une pièce qui est plus ou moins chauffée, ou un terrain qui est chauffé entièrement comme ça, ils vont vivre très bien, ils n'ont pas besoin d'un point chaud très chaud et d'un point fait plus frais. En fait, c'est la différence entre les thermoconformistes et les thermorégulateurs, et on le voit vraiment en termes de comportement. D'ailleurs, les thermoconformistes ne savent pas vraiment se thermoréguler. C'est l'exemple des serpents aquatiques, par exemple, voilà, les tortues marines, tout ça, en fait, qui sont quasiment toujours dans une fourchette de température très étroite. Voilà, exactement, et donc tous les boïdés, on va dire, qui vivent au sol de forêt, comme les pitons brongersmets, par exemple, les boas et tout ça, bon, ils vivent dans des trous, ils vivent dans le sol forestier, une diabonica et tout ça. Et en fait, la température change assez peu. Et on a vu sur plusieurs études que c'était entre 25 et 27 qu'ils aimaient bien vivre, malgré toutes les températures. Il y a une chose que je voudrais juste signaler, c'est que jamais la lumière du soleil ne pourrait être remplacée par des ultraviolets. Même s'il existe des lampes d'excellente qualité aujourd'hui sur le marché, la lumière du soleil constitue les UV de la meilleure qualité qui soit. Ça, c'est obligé. Alors, ça me permet de revenir, je te coupe juste 2 secondes sur une question de Kader Maklouf, du coup, sur le direct, qui nous posait la question: peut-on exposer nos animaux à la lumière naturelle? Ah, mais oui, alors, autant que vous pouvez. Ça dépend où vous habitez. Si vous êtes à Lille ou à Marseille, bien sûr, les choses ne sont pas pareilles, mais n'hésitez pas à exposer vos reptiles au rayonnement solaire naturel. Ça leur fera fabriquer plus de vitamine D3 que sous des lampes. Alors ça a été démontré chez les tortues d'Hermann, par exemple. Il y a eu des lots qui ont été faits de tortues sous lampe, de tortues dehors en plein soleil. Le taux de vitamine D3 dans le sang n'avait rien à voir. Jamais celle qui était exposée sous éclairage artificiel n'avait le même taux que celle qui était dehors. Donc il faut vraiment mettre vos reptiles dehors. En plus, on ne peut pas dire là maintenant... on a l'impression qu'il fait beau de avril à fin octobre maintenant. Le réchauffement climatique, les gars, profitons-en. On peut faire aussi le biais du coup sur nos tortues où ça dérègle aussi tout ça, et que jusqu'à novembre, maintenant, on a des journées qui fait très chaud. Donc on peut en profiter pour nos lézards. Si vous avez des pogonas, des caméléons, même des serpents, puisque récemment je vous ai fait une vidéo où j'étais donc à la vallée des tortues, où ils ont un enclos cage dans lequel il y a des Morelias pilota metcalfei, donc des pitons tapis qui vivent dans le sud de l'Australie, donc une région de l'Australie où il y a vraiment 4 saisons avec un hiver, et en fait ces serpents vivent dans cette cage, donc avec évidemment il y a un toit, voilà, mais ils peuvent avoir accès à de la lumière naturelle du soleil toute l'année. L'hiver, bon, ils le protègent avec des écrans, voilà, des plexis et tout, mais beaucoup de mois dans l'année, ils ont accès à la lumière du soleil. Alors, pour petit aparté, parce que là on parle plutôt de lézards, mais voilà, on dit souvent en thérapeute, si tu mets des UV, les UV pour les yeux des serpents et tout, c'est vrai si c'est mal utilisé avec des lampes qui sont trop proches, voilà, c'est la même chose que pour les lézards, mais en fait, les animaux, ils savent utiliser la lumière du soleil, et ils vont évidemment pas s'exposer en plein cagnard à 14h. On a parlé de l'indice UV, il change au fonction des... Tu parles des serpents, en fait les serpents sont probablement avec les geckos, les reptiles, qui sont moins sensibles aux effets nocifs des UV sur la cornée, puisque leurs yeux sont protégés par une écaille qui est la lunette précornéenne. Donc en fait, toute cette espèce de pipeau qu'il y avait dans plein de publications, on disait oui, surtout pas de lumière UV, enfin en gros... Non, ça n'abîmera pas les yeux du serpent, en tout cas. Ça peut avoir d'autres effets, mais ça n'abîmera pas les yeux. Ni les serpents ni les geckos. Par contre, sur les lézards qui ont des paupières mobiles et donc la cornée qui est à nu, oui, ça nous on voit de ce qu'on appelle des photokeratoconjonctivites, c'est-à-dire des brûlures de la cornée. D'accord. Donc, vous voyez, tout ça c'est important à prendre en compte. Donc en fait, il ne faut pas... En fait, souvent on a tendance à partir sur un peu des espèces de fake news comme ça et partir dans les extrêmes. Les extrêmes, on vous l'a toujours dit, ne sont pas bons. Il faut toujours être dans le milieu. La nature, c'est toujours dans le milieu. Et en fait, les reptiles, ils ne doivent pas être soumis à des choses extrêmes. Extrême UV, extrême pas UV, extrême chaleur, extrême pas chaleur. Et donc pour vous tous, herpers qui vivaient dans le sud de la France et qui avaient cette chance-là, franchement, mettez vos reptiles au soleil, aux heures les plus ensoleillées de la journée, avec toujours une cachette, toujours une zone d'ombre possible. C'est hyper important. Ça, c'est très important. Mais il faut qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, s'exposer 1 heure, 2 heures ou 3 heures en plein soleil. Vous allez voir, les couleurs seront magnifiques, l'état général de l'animal sera amélioré, et la calcification de son squelette, même si vous ne pouvez pas en juger, sera bien améliorée par ça. Donc faites-le, franchement, il ne faut pas hésiter. C'est hyper important, mais toujours une zone d'ombre, c'est hyper important. Je vous le dis parce que d'expérience, quand j'étais jeune, j'avais un Uromastix il y a fort longtemps,
et j'ai voulu le mettre dehors parce que justement j'étais persuadé que voilà, il vivait dans le désert, il avait tout intérêt à aller au soleil. Et il a kiffé, sauf que je l'ai mis en plein cagnard dans mon jardin, j'ai fait aucune zone d'ombre et tout ça. Moi j'étais persuadé en étant jeune que le soleil c'était le top. Et je suis revenu 2 heures après, il était mort. Il avait fait une totale hyperthermie et il avait fait une insolation. Ah oui, mais les coups de chaleur existent. Hein. Chez les tortues, par exemple, les tortues méditerranéennes, dans les jardins, quand c'est la canicule et qu'elles ne peuvent pas se mettre à l'ombre, les coups de chaleur existent. Hein. Elles sont en plein milieu, comme ça, à la bouche ouverte, elles ont un œdème pulmonaire, donc elles crachent de la mousse. Plus bouger, hein, en fait, elles sont... Parce qu'en fait, l'activité d'un reptile, c'est assez étonnant. En fait, plus la température monte et plus son activité métabolique augmente, et plus la température augmente, plus l'activité métabolique diminue. C'est-à-dire qu'un reptile qui a trop chaud, on pourrait penser qu'il va cavaler pour son... Mais non, il ne peut plus bouger, comme s'il avait froid. D'accord. Donc, ça fait la même chose en hyperthermie, au niveau thermique, il est paralysé. Et donc il est comme ça, au soleil, il ne peut plus bouger jusqu'à ce qu'il meure. Donc il faut faire très attention aux coups de chaleur. Et il va mourir beaucoup plus vite d'hyperthermie que d'hypothermie. Oui, oui, absolument. Ouais. Ah oui, c'est très vite, c'est très rapide. Hein. C'est très rapide. Moi, malheureusement, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma carrière et c'est moche. Comme on vous le dit toujours dans cette émission, malheureusement, dans la thérapie, on apprend souvent de nos erreurs. C'est nos échecs qui nous font souvent et de même, Nico, que ça m'est arrivé à la clinique d'avoir des personnes qui m'apportent leur animal malade dans une caisse isotherme, chauffée. Ils ouvrent la boîte, le reptile est mort. Oui. De surchauffe parce que la source de chaleur à l'intérieur de la boîte était énorme. Comme c'est du polystyrène, il n'y a pas de déperdition calorifique, donc la température monte. Et globalement, autour de 50-55 degrés, tous les reptiles meurent. Hein. Ouais, même sur les boïdés, même avant, au-delà de 40. Ouais, ça, c'est un extrême. Mais disons qu'il faut faire très attention quand on chauffe son reptile, et notamment dans des boîtes en polystyrène, il faut vraiment vérifier la température. Ça, je vous en parle souvent, les herpers, enfin, pas dans l'émission, mais quand je vous vois au quotidien, quand on discute, quand je vous vois amener des reptiles à reptiline ou repartir avec des reptiles, vous êtes toujours très motivé pour garder vos animaux en bonne santé, vous êtes persuadé que l'eau chaude c'est la solution pour les reptiles et vous voulez toujours mettre un tas de bouteilles d'eau chaude, le chauffage dans la voiture, les chaufferettes, etc. Et je suis toujours en train de vous dire calmez-vous, un reptile voyagera bien mieux à 20-22 qu'à 35. Et je vous parle d'expérience une fois de plus parce que ici on est là pour dire la vérité. Moi ça m'est arrivé de mettre des chaufferettes dans une boîte polystyrène, comme l'expliquait Lionel, de le mettre dans ma voiture et de garer ma voiture dans un parking à l'hôtel, par exemple, la veille d'un salon, et de revenir le matin, et la moitié de mes animaux étaient morts parce que je n'avais pas retiré les chaufferettes, et parce que dans le parking, en fait, il faisait très chaud, alors que je pensais qu'il allait faire froid. Donc voilà, j'ai perdu des animaux très bêtement comme ça, donc je me sers de cette expérience pour vous mettre en garde, donc faites gaffe à l'hyperthermie. Donc, moi, je voulais juste rebondir du coup par rapport à cette notion d'hyperthermie, parce que là, on l'a vécu cette année, l'année dernière, on a eu des canicules très très fortes en Ile-de-France, par exemple. Du coup, quel est le comportement qu'on doit avoir par rapport à nos animaux au niveau de la chaleur et des UV? Alors, dès qu'on voit que la canicule est annoncée, parce que maintenant c'est prévu quelques jours à l'avance, il faut vraiment prévoir d'être très vigilant et de monitorer, c'est-à-dire de contrôler perpétuellement la température du terrain au fur et à mesure de la journée. Hein. Alors, à moins d'avoir une habitation qui est climatisée, où là la question ne se pose pas, mais la plupart des logements, par exemple, dans les grandes villes, ne sont pas climatisés, et nous, on nous appelle à la clinique pour des reptiles qui meurent dans leur terrarium dans l'après-midi, parce que la température est montée entre 35-40 degrés, donc il faut surveiller. Quoi. Okay. En fait, il faut tout couper, il faut être là, il faut être présent, donc servez-vous de thermostat, servez-vous de programmateur, si vous travaillez. Par exemple, effectivement, un reptile, pour commencer la journée, peut-être qu'il aura besoin de son chauffage pendant 1 ou 2 heures maximum, et après, il va vivre là-dessus, il n'y aura aucun problème. S'il a fait très chaud pendant 2, 3, 4, 5 jours, moi j'ai un appartement sous pente par exemple, j'allume plus du tout les chauffages, ils sont très bien, il fait 28, il fait 30, il n'y a pas de problème. On essaye surtout de bien faire redescendre la nuit, ouvrez vos fenêtres la nuit, parce que en fait, si ça peut redescendre un peu la nuit, il supporte beaucoup mieux la canicule qui tient plusieurs jours. Il faut essayer de faire redescendre la nuit. Mettre des ventilos, brasser l'air dans la pièce, des brumisateurs, etc. Il y a même des caméléons qu'il faut mettre au frigo la nuit. Hein. Ouais, c'est voilà. Absolument, oui. Donc non, il faut faire attention. Il faut qu'il y ait une amplitude thermique jour-nuit. Ce qui est mauvais pour un reptile, c'est d'avoir chaud jour et nuit. Ça n'existe pas dans la nature, ou presque pas en tout cas. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait un refroidissement la nuit et le corps qui se réchauffe en journée, parce que la plupart des reptiles, c'est le mode de vie. Je vais vous donner par exemple le mode de vie d'une tortue. Ça se réveille le matin, ça se chauffe au soleil, ça mange en fin de matinée, en début d'après-midi.
D'accord? Et ensuite, ça fout plus rien, ça surfe, ça glande complètement jusqu'à 17h, et à 5h, ça se couche comme les poules. Les tortues, c'est vraiment des branleurs. Voilà, donc en fait, c'est pour dire qu'elle s'expose une partie de la journée, mais vous ne verrez pas de tortue d'Hermann dans le sud de la France entre 13 et 15 heures. Hein. Il fait trop chaud, elle se planque. Et quand l'été, il fait très chaud, donc c'est le cas par exemple dans le biotope de la tortue des steppes ou même dans une tortue méditerranéenne, en fait, elles estivent, c'est ce qu'on a expliqué l'autre fois avec Jérôme. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sortent carrément plus. Elles se cachent et elles restent au frais. Donc je rappelle d'ailleurs, puisqu'on parle des tortues et tout ça, de l'excellent livre du docteur Lionel Schilliger, ici présent, parce qu'il écrit aussi des livres. Il fait profiter de son donc expérience. voilà, il la partage, donc il fait des livres comme ça, on va dire, pour le grand public, qui sont excellents, mais il fait aussi des livres très pointus, comme le Madère, hein, qui est la grande bible de tous les vétérinaires du monde. Donc tu as écrit... Juste un des co-auteurs. Un des co-auteurs, bien sûr, sur des parties bien précises. Voilà. Mais attention, voilà, Lionel est une pointure internationale. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste. Non mais dis-moi Nico, il y a deux choses dont je voudrais parler, je te coupe. Ah bah vas-y, n'hésite pas, sinon j'arrête. Parce que je pense que c'est une question peut-être que peuvent se poser les herpeurs en nous écoutant. Finalement, quels reptiles ont besoin d'UV? Exactement, on est là pour ça ce soir. Voilà, je pense que c'est important d'y venir. Je rebondis aussi parce que du coup on avait Karma Fels qui nous disait des UV pour les écoléopards ou autres lézards nocturnes. Voilà, ça c'est une question qui revient très souvent. On avait eu les UV à l'intérieur, à l'extérieur, pour quelles espèces, etc. Donc, ok, alors moi je vais être très simple. Ouvrez vos oreilles les herpeurs. Allez, c'est parti. On va dire clair et simple. Clair et simple. Les reptiles qui ont besoin d'ultraviolet B sont les reptiles insectivores et herbivores. Point. Ça vous va? Voilà, c'est-à-dire que tous les reptiles qui mangent des proies complètes, donc des rongeurs, comme les serpents, certains varans, peut-être des têcheux qui sont omnivores, les crocodiles, n'ont pas forcément besoin d'un rayonnement UVB. Alors explique-nous pourquoi. Parce que c'est pour ça que j'expliquais la vitamine D3, parce qu'en fait ce sont des reptiles qui à chaque repas mangent de la vitamine D3. Puisque la proie est complète. Exactement, et cette vitamine D3 n'existe pas dans les végétaux et dans les insectes. Donc la seule source de vitamine D3 que ces reptiles ont, c'est de l'exposition au soleil et la photoconversion cutanée qui leur permet d'en fabriquer. D'accord? Voilà, donc il y a beaucoup de débats des fois sur les réseaux sociaux avec des gens plus ou moins, on va dire, éclairés, c'est le cas de le dire, et expérimentés, qui se fight pendant des heures sur je vais mettre des UVB à mon Morelia viridis, etc. machin. Bon, déjà, il faudrait savoir comment, pendant combien de temps, quel type d'UV, à quelle distance, etc., etc. Mais la réponse, et je l'ai souvent dit, même si certains me contredisaient avec des arguments absolument vaseux, en fait, la nourriture d'un serpent est totalement complète, donc elle leur apporte suffisamment de vitamine D3. Ça ne veut pas dire que dans la nature, certains serpents n'utilisent pas les rayonnements UV, et je crois qu'il y a eu des études de fait. Oui, ça a été démontré. Par exemple, chez le python mollet, on voit que le taux de vitamine D augmente sous l'influence des UVB. Voilà. D'accord? Donc, chez les serpents, ça a un effet. Mais en captivité, moi, ce que je peux te dire de 35 ans d'expérience vétérinaire, je n'ai jamais vu un serpent souffrir de maladies métaboliques osseuses, alors qu'ils n'ont jamais vu d'ultraviolet. Merci Lionel. Et donc, moi, je répliquerai aussi. Là, on a l'avis du vétérinaire, donc bon, c'est difficile de le contrecarrer. Et moi, je vais vous donner maintenant l'avis de l'éleveur. Moi, j'élève des boïdés depuis que j'ai 16 ans et j'en ai 47. Ils ont toujours mangé des rongeurs. J'ai jamais utilisé d'UV. J'ai toujours eu globalement des bons résultats. J'ai toujours eu beaucoup de reproduction. Je n'ai rarement amené des animaux pour des problématiques liées à ça. Tout simplement parce que voilà. Donc essayez de ne pas réinventer la roue. Je sais que les nouveaux terrariophiles, les cyber-terrariophiles, facebookiens, etc., ils aiment bien se dire que nous, on n'a pas fait le tour de la question et qu'ils vont réinventer la roue. Mais en fait, dites-vous que si vous mettez par exemple des UVB à un Morelia viridis, vous avez, comme on l'a dit, de grandes chances de surtout le déshydrater, plus que de lui apporter quelque chose, en fait. C'est ça l'idée, on peut faire plus de mal que de bien. En tout cas, dans l'état actuel des connaissances. Peut-être que dans un an, je viendrai vous dire que des études ont montré que ça avait bien fait sur telle ou telle fonction, mais actuellement, on ne voit pas bien fait. Voilà. Mais par contre, attention, là on parle des UVB. L'éclairage, par exemple, chez les serpents, moi j'en utilise assez peu avant, et j'en utilise de plus en plus avec les LED et tout ça, qui ne font pas d'UVB. Et par contre, le flux lumineux, pour beaucoup d'espèces, y compris des espèces qui pourraient être crépusculaires ou nocturnes, le fait que la journée ça soit brillant, c'est vraiment bénéfique. Donc on va revenir sur une question qui taraude beaucoup de gens.
et qui divise beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est les lézards nocturnes, insectivores, type tous les herpeurs. géco-léopard. Je me suis excité d'un coup. Ouais, tous les herpeurs. Et géco à crête. On avait beaucoup de questions. Tu peux me prendre mes questions. Voilà. On va répondre aux questions. Donc, est-ce qu'il faut concrètement pour toi, en plus je sais que tu élèves des géco-léopards depuis de nombreuses années, est-ce qu'il faut, on peut mettre des UV ouais, putain, en fait, vas-y, excuse-moi, je donc, vais finir la question. Voilà, la question c'est est-ce que c'est bien de mettre un éclairage UVB à des lézards crépusculaires et nocturnes comme les géco-léopards? On sait que certains éleveurs reproduisent sur de grandes quantités sans UV. Donc tu as la réponse à ma question avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel est le régime alimentaire du géco-léopard? Il est insectivore. Donc UVB. Voilà. Alors après, il y a des graduations, c'est-à-dire que bien sûr qu'un lézard qui va être crépusculaire et nocturne va avoir moins besoin d'UVB qu'un gecko de Felzuma de Madagascar par exemple. D'accord, mais il s'expose, moi les miens s'exposent. En fait, il faut mettre un tube de faible puissance. Si c'est chez Dodwiller, 7%. Voilà, exactement, 5 ou 7%. Arcadia qui sponsorise aussi notre émission. Voilà, notre sponsor Arcadia, voilà, qui va vous faire gagner des cadeaux ce soir. Donc en fait, on parle d'Arcadia parce que c'est notre partenaire, mais aussi on parle d'Arcadia parce que c'est un excellent fabricant de lampe UV. Alors c'est vrai parce que tu sais, je vais te dire, moi j'ai rien à voir avec Arcadia, hein, tu pourras en témoigner, j'ai pas de conflit d'intérêt ni quoi que ce soit. Merci, je la donne à Arcadia. En fait, est-ce qu'il t'a payé cette montre? Offert par Arcadia, il y avait marqué sur la montre. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je voulais te dire que il y a une étude. Il y a une étude, donc celle de Baines, qui a été étudiée les différentes lampes. Honnêtement, Arcadia est très bien placé en termes de justement les 4 zones de Ferguson pour les espèces qui en ont besoin. C'est des lampes qui sont généralement dans le trio de tête, dans les lampes les plus efficaces en termes d'émission d'UVB. Donc c'est des très bonnes lampes. Alors pourquoi Arcadia c'est des très bonnes lampes UV pour les reptiles? Parce qu'ils ont un vrai bureau d'études, des gens qui étudient les reptiles, qui étudient les UV, qui ont réellement des reptiles, et notamment qui écrivent des livres en fait. Donc ici, un livre de John Courtney Smith, que je salue d'ailleurs, qui est un bon copain et qui est toujours plein de bons conseils, qui a écrit ce livre qui s'appelle Fire et qui parle de la lumière, des besoins de la lumière chez les reptiles. Donc c'est en anglais, mais si vous aimez aller dans le fond des choses, je vous conseille de lire ce livre. Il est disponible sur notre site, il s'appelle Fire, et quand vous avez fini ce livre, franchement, vous savez à la fois qu'est-ce que c'est que la lumière, qu'est-ce que c'est que les UV, et surtout comment mieux les utiliser dans votre terrarium. Donc, on peut revenir juste sur le géco-léopard. À fond sur le Parce que le géco-léopard, finalement, qu'est-ce qu'il mange? Il va manger des insectes vendus en animalerie, d'accord? Du grillon domestique, bon, si possible, pas trop de larves d'insectes, mais voilà. Tout ça, c'est très pauvre en vitamine D3. Donc si ce géco-léopard ne mange que ça et n'a pas un petit peu d'UV auquel il peut s'exposer, ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure par jour, hein, il va souffrir de carence en vitamine D3, il va se décalcifier. D'accord? D'ailleurs, moi, tu sais, je suis un amoureux de la Corse, j'y vais très souvent, mais je vois la Tarantola mauritanica, tu sais, la Tarente de Mauritanie, voilà. Elle est une grande partie de la journée en plein soleil, alors que c'est un animal nocturne. Voilà. Et on l'envoie, elle est en insolation, là, elle fait de la vitamine D3, et puis ensuite, ça ne l'empêche pas de manger des insectes en pleine nuit autour des lampes et tout ça, mais la plupart des geckos crépusculaires et nocturnes s'exposent pour avoir de la D3. Mais il y a quand même une différence dans la nature, c'est que les geckos mangent des insectes qui sont issus de toute une chaîne alimentaire. Donc le contenu nutritionnel des insectes n'a rien à voir dans la nature avec ce qu'on connaît vendu en animalerie. Hein, ces grillons qui sont souvent très carencés en état de nutriments, dont la vitamine D3. Nourrissez aussi vos insectes. Alors ça ne sera jamais aussi bien que la nature, ça on ça, en est conscient, mais si vous faux. utilisez des nourritures pour insectes spécifiques, donc comme le repas-chi Superlo, des choses comme ça, ou même tu disais des croquettes pour chatons qui sont riches en calcium, en protéines, en vitamine D, voilà. En vitamine A. Donc en fait, plus vous allez enrichir vos insectes, plus vous allez amoindrir un peu ce défaut de qualité nutritionnelle des insectes en captivité. Donc je sais les herpeurs parce que c'est pas marrant de nourrir ces insectes, vous êtes toujours un peu, vous traînez les pieds pour vous en occuper, mais c'est hyper important. Pensez à vos reptiles, c'est comme si vous, toute la journée, vous mangiez de la peau de poulet et des croûtes de pain. Quoi. Au bout d'un moment, ça serait chaud. Donc voilà, pensez à bien supplémenter vos insectes, en plus de bien les nourrir, de mettre du calcium et pourquoi pas du calcium vitaminé. Voilà, parce que là on parle toujours des UV, du calcium, mais en termes de nutrition, c'est vrai qu'il faut que les reptiles mangent des aliments les plus riches possibles sur le plan qualitatif, c'est-à-dire avec le plus de nutriments pour couvrir au mieux leurs besoins nutritionnels.
Parfait. Alors donc moi j'ai envie, je pense que vous êtes nombreux ce soir à participer à l'émission si vous ne dormez pas, après toutes ces explications où on ne vous a pas montré les animaux. Le contenu très intéressant. Ah, ça fait plaisir les gars et je vous assure que vous allez vraiment voir la différence sur vos animaux. Donc on va passer aux questions des herpers. C'est parti Dimitri, c'est à toi. Une question qui vient de tomber de Karma Fels. Donc bonsoir Karma. Bonjour Karma Fels. Qui nous a déjà posé une question. Du coup elle nous dit, et pour les frugivores? Ah, c'est pareil, quand je parle d'herbivores, ça comprend absolument. C'est folivore, frugivore et phytophage. Et donc phytophage qui mange des feuilles. Ouais. Voilà. Et on revient du coup donc, sur l'alimentation, où vous trouvez aussi dans le commerce des alimentations donc, qui sont élaborées, qui sont complètes pour des types d'animaux spécifiques, donc notamment léger coacrète avec la débrépachi, qui peut justement amener ce qu'il faut en plus à vos animaux. Alors, attention, quand on dit nourriture complète, toujours pareil. Ne pensez pas qu'en donnant que ça, on va couvrir tout le spectre. Moi, je pense qu'il faut... Pourtant, j'utilise beaucoup ces nourritures-là et ça marche vraiment bien. Mais je pense que plus on va varier l'alimentation, c'est ce qu'on disait une fois sur les tortues, plus on va varier l'alimentation, plus on a des chances de couvrir un peu plus le spectre. C'est ça. Donc, les seuls reptiles qui peuvent se satisfaire d'un régime monotone, c'est les serpents. Voilà. Et ceux qui mangent, les lézards qui mangent, les lézards qui sont carnassiers, c'est ça. Ouais. Mais sinon, pour tous les autres, donc les insectivores et les végétaliens, en fait, il faut vraiment une nourriture la plus éclectique possible pour couvrir au mieux les besoins. Génial. Alors, question suivante. On avait une question de Julien Grenier. Donc, salut Julien, merci d'être avec nous. Qui, ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, disait faut-il donner de la vitamine D3 à un varan? Alors, non, de manière générale, je déconseille le fait de distribuer de la vitamine D3 aux reptiles. Pourquoi? Parce que, tiens, je vais vous poser une question. Vous savez ce que c'est aujourd'hui la mort au rat? C'est de la vitamine D3. Exactement, c'est de la vitamine D3. C'est pour vous dire à quel point ça peut être toxique. C'est-à-dire que la vitamine D3... C'est bien de revenir aussi sur cet aspect-là, parce que les gens n'ont pas forcément connaissance de l'impact que peut avoir la vitamine D3. En fait, la vitamine D3, surtout lorsqu'elle est associée à du calcium en quantité excessive, provoque des calcifications dans tout l'organisme, c'est-à-dire par exemple les vaisseaux sanguins, l'aorte, à l'intérieur du cœur, les reins, et provoque la mort de l'animal. Donc il y avait avant des compléments que j'ai connus quand j'étais jeune, des compléments alimentaires, voilà, je ne voulais pas le citer, mais qui contenaient des tonnes de vitamine D3 et beaucoup de calcium, et les reptiles mouraient à cause de ça, ils se calcifiaient de l'intérieur en fait. Donc ça c'était quand on vous a parlé de la phase 1, 2 et 3, ça c'est la phase 2 de la thériophilie, c'est quand les néons sont arrivés, il y a aussi plein de supplémentations, on s'est tous dit « Ouah, génial, il y a des vitamines, c'est américain, c'est bien et tout, c'est super, on en mettait plein ». Et en fait, les reptiles, on les emmenait chez Lionel qui disait « Oula, là, ton truc, il en a... » En fait, ce que je pourrais conseiller à cet auditeur, je ne sais pas quelle est l'espèce de varan qu'il détient, mais c'est... Là, c'était le produit Prasinus. Ok, autant que possible de donner donc des insectes, mais aussi du rongeur occasionnellement qui va apporter un stock de vitamine D3 endogène. Voilà, alors parce que en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le redis à nouveau, ne soyez pas des extrémistes. Je le répète, ne soyez pas des extrémistes. Sur les groupes spécialisés de Varan, Prasinus, du complexe Prasinus et tout ça, souvent les gens sont extrémistes. C'est dommage. En fait, ils disent il ne faut absolument pas donner de rongeurs. Et moi j'ai la chance d'avoir dans mes proches cet homme éminemment instruit. Et quand je lui disais, mais dans la nature, ces varans, ils mangent aussi des lézards. Et finalement, un lézard et un rongeur, est-ce que c'est pas pareil? Et tu me disais, c'est pareil. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que, en gros, l'idée c'est pas de donner que des rongeurs à vos Prasinus. Bien sûr, ça sera mauvais. Ce n'est pas de donner que des insectes, c'est de panacher. De temps en temps, il faut donner du rongeur parce que dans la nature, ils ne mangent pas que des insectes, ils mangent aussi d'autres lézards. Et ces lézards peuvent être remplacés en captivité par des rongeurs de manière très simple. Et donc à cet auditeur, on va conseiller aussi de mettre une source d'UVB pour que l'animal puisse fabriquer lui-même sa vitamine D3 sans avoir besoin de lui en donner dans l'alimentation. Un peu de rongeur, un peu d'insectes et un tube UV. Parce que dans les varans, si on veut finir sur les varans, enfin, vous avez des petites espèces de varans qui vont principalement manger des insectes, mais ils mangent très souvent toujours des lézards. Tous les petits varans australiens, c'est des chasseurs de lézards. Les Gloerti, les Acanthurus, les Tristis orientalis, ils mangent des lézards aussi. Donc, ils mangent des insectes. Et après, donc ceux-là, voilà, on va faire ce qu'on a dit. Par contre, quand on est sur du varan de grande taille qui peut manger du rongeur, comme les grosses espèces type Salvatore, Cumingi, les varans de Komodo, etc. Là, finalement, s'ils n'ont pas, rien qu'avec cette nourriture-là, il y a un apport suffisant en D3 et ils n'ont pas forcément besoin d'un éclairage UV de malade, quoi. Ouais, c'est ça. Les animaux qui mangent des proies entières n'ont quasiment pas de maladie nutritionnelle. Pour nous, vétérinaires, on n'en voit pas.
La principale maladie nutritionnelle des reptiles qui mangent des rongeurs, c'est l'obésité. Exactement, l'obésité. Voilà. Mais sinon, pas de maladie métabolique. Voilà. Moi, du coup, je fais juste un petit aparté. J'ai une question. Oui. Pour les animaux omnivores type Apogona, Oui. ou par exemple le gécolopard qui peut consommer aussi des pois carnés, Oui. est-ce qu'il est important d'en donner? À quelle fréquence? La vitamine D3. Non, des rosés par exemple. Des rosés, Moi, par exemple, mes oblépharis, mes gécoléopards, je leur en donne. Hein. Oui, je sais que À peu près une fois par semaine. Okay, une fois par semaine, moi je le fais une fois par mois. Ouais. Après, il n'y a pas de. Justement avec Philippe Gérard qui voilà, Philippe Gérard qu'on salue, qui Ah vient oui. souvent à la boutique et qu'on connaît depuis très longtemps, qui élève Voilà, des gécoléopards depuis très longtemps. Pour Pogona, tu peux en fait. C'est insectes saupoudrés de carbonate de calcium, végétaux saupoudrés de carbonate de calcium en donnant plein de végétaux très différents et en essayant de privilégier les végétaux plus riches en calcium qu'au phosphore. Et des ultraviolets, là pour le coup, avec disons, un gradient UV important où l'animal peut vraiment s'exposer en insolation sous des ultraviolets puissants. Okay. Très bien. Question suivante. On passe à la question de Delphine Philippe. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Qu'on voit tous les samedis. Qui nous pose comme question, à quelle hauteur doit-on placer les UV? C'est une bonne question, mais tout dépend. Alors, ça dépend. Il y a deux choses. Soit vous avez un rayonnement dit basse pression, c'est-à-dire lampe fluo compacte ou tube néon. Soit vous avez un système haute pression, c'est-à-dire halogénure de métal ou vapeur de mercure. Si vous avez le système haute pression, ça veut dire que votre spot va émettre non seulement des UV, mais de la chaleur. Donc la hauteur de la lampe va aussi être conditionnée par la température au sol. Donc généralement, on met un thermomètre au sol. Si ça affiche une température supérieure à celle désirée, on remonte la lampe. On vérifie, on remonte la lampe, on vérifie. Et quand on a par exemple 30-32 degrés, on sait que la hauteur est bonne. Ensuite, on vérifie avec les caractéristiques du fabricant si le rayonnement UV va à cette distance-là. Ça, c'est possible de le vérifier. Ou alors s'il n'est pas trop puissant à cette distance-là. Voilà. C'est la problématique, en fait, moi je pense, dans l'utilisation des lampes tout en un, c'est que le problème, c'est que vous ne réfléchissez pas les choses de la bonne manière en général. Vous réfléchissez en termes de chauffage, comme si vous utilisiez juste une lampe chauffante. Genre, mon terrarium fait 1,20 m, bah tiens, je vais prendre une 70 watts. Sauf que la 70 watts, elle va émettre un indice UV et un taux d'UV qui est énorme, un nombre de microwatts qui est énorme. Et en fait, cette lampe de 70 watts, elle est faite pour être utilisée à des distances très hautes où le reptile doit se mettre au moins à 60 cm de la lampe et non pas à 30. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est toujours plus facile pour vous d'utiliser des sources séparées, donc comme à l'ancienne, un bon tube UV, néon UV, et une lampe chauffante de type halogène classique, pas halogène métallique, ou céramique, ou maintenant les nouveaux spots infrarouges Deep Heat Projector qui diffusent des infrarouges A et B, donc très naturels, un peu comme la lumière du soleil. Et donc au niveau des néons, il faut faire la distinction entre deux choses, donc les anciens néons qui étaient les néons T8, c'est-à-dire les néons de gros diamètre, qui eux émettent en général des UV pas très loin. Les T8 c'est 26 mm je crois. Ouais, voilà, et le diamètre 26 mm et en général c'est 10-15 cm, au-delà il n'y a plus d'UV. Et il faut les changer tous les 6 mois parce que les UV en fait sont produits par la consommation d'un gaz qui est dans le néon et qui va s'user avec le temps. Et là on a des néons T5, donc les nouvelles générations de néons, ils font une lumière beaucoup plus blanche et surtout ils vont envoyer des UV 2 fois plus loin et 2 fois plus longtemps. En général on peut les changer plutôt tous les ans et demi. Nous c'est ce qu'on a à la boutique et quand on les contrôle ils ont encore beaucoup de les Arcadiens c'est 12 mois. Voilà, 12 mois sans problème. On a eu des questions justement là-dessus sur à quelle fréquence changer la tube, etc. Voilà, pour les T8 c'est 6 mois, pour les T5 c'est 12 mois. Donc si vous devez refaire votre installation avec des néons, privilégiez la nouveauté, c'est-à-dire les néons T5. Voilà, et si vous avez la chance d'avoir un solarmetteur, vous pouvez voir à quel point votre tube UV va diminuer, en fait l'indice UV va diminuer. Et j'en profite. Puisqu'on parle de néon, on va parler un petit peu de technique. Donc là, ici, on a les nouveaux kits Arcadia Pro T5. Et je vais vous montrer quelque chose de très important qu'on oublie souvent, que les gens oublient souvent quand ils installent des néons. C'est ceci, mesdames et messieurs. Ça, c'est un réflecteur. Et ouais, ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va, en fait, concentrer le rayon vers le bas et ça va doubler l'efficacité du néon. Ça augmente de 100% l'efficacité du néon. Souvent, si vous mettez un néon avec juste un ballast sans rien, en fait, le flux va être beaucoup plus diffus. Donc, il faut toujours utiliser un réflecteur. Donc, vous avez aujourd'hui, avant, il fallait acheter un ballast, un néon et un réflecteur.
Et là, aujourd'hui, vous avez ces petites rampes qui sont super stylées, super slim, super fines, avec un petit réflecteur intégré et qui peuvent se mettre en série les unes avec les autres. Donc, on peut les mettre en série avec plusieurs rampes comme ceci UV. Et on peut aussi les mettre en série avec les fameuses rampes LED qu'on vous conseille vivement. Et on a aussi le ballast qui est intégré, donc qui évite d'avoir le raccordement. Voilà. Et surtout en plus 30 000 prises puisque vous pouvez en fait les linker entre elles. Ça. Donc ça c'était la petite aparté. Question suivante. Ça me permet de rebondir sur la question de Praline Troussico, salut Praline, salut Praline, qui nous demandait si les UV en fait il fallait les placer à l'intérieur ou à l'extérieur du terrarium et pour quelle espèce. Est-ce qu'il y a un choix à faire pour différentes espèces? Il y a un choix, il est multiple. Alors, le choix, mais oui, il est multiple parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération. Il y a le type d'espèce, il y a le rayonnement et il y a la sécurité. Je m'explique. Donc déjà, on ne l'a pas dit avec Lionel, mais il faut savoir que toutes les vitres et la plupart des plastiques filtrent totalement tous les UV. Il faut se dire qu'il ne faut rien entre les UV et l'animal. Voilà. J'ai Étienne Bayeul-Roussel qui nous avait dit même le grillage diminue énormément le flux. Ça diminue. Ouais. Voilà, alors, ok, ça je suis complètement d'accord. Mais donc, par exemple, je fais juste un aparté, si on se rend en Belgique, en Hollande, en Allemagne, souvent on voit comment ils utilisent les néons, ils les mettent en plein milieu du bac. C'est souvent le cas que c'est assez moche, ouais. Oui, c'est très inesthétique. Nico parlait de la distance de voilà. En fait, quand c'est 15-25 cm, c'est pour ça que je parle aussi de ça. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre tout en haut pour que ce soit très joli ou est-ce qu'il faut que ça soit au milieu? Là, le mieux c'est de monter des branchages. Je dis ça pour nos herpeurs. Bien sûr, pour savoir ce qu'il y a des décors pour que l'animal s'expose à 25 cm. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire descendre votre néon à moitié du truc, où de toute façon vous n'allez pas pouvoir mettre de réflecteur du coup, et c'est très dangereux parce que votre reptile peut monter sur le néon et le casser, éventuellement se tourner un tout petit peu pour montrer à gauche. Voilà, je vais finir. Donc, si vous voulez, c'est mieux de remonter le néon et de lui mettre un réflecteur et de mettre des branches qui viennent directement sous le néon, comme ça on trouve la bonne distance. Pourquoi je pense que c'est effectivement sur des espèces qui ne sont pas lourdes et qui ne sont pas destructrices, on peut se permettre d'accrocher le néon à l'intérieur en le fixant bien, surtout avec un système un peu comme celui-ci. Par contre, si vous avez des varans par exemple, et notamment des gros varans ou des téjus ou des choses comme ça, si vous installez votre néon à l'intérieur sans aucune protection, tous les jours vous allez le changer. C'est-à-dire qu'il va arriver, pof, il va poser sa patte dessus, il va l'éclater. Donc, quand vous avez ce type d'animaux, moi ce que je fais en tout cas personnellement, c'est que je les mets derrière des grilles. Alors après vous pouvez trouver des espacements de grilles qui laissent beaucoup plus passer les UV et je mets un néon plus puissant en UV, je vais mettre par exemple du 14% parce que je sais qu'il va être filtré par la grille et la fois où je l'ai fait, par exemple j'avais mis du 14% derrière un terrarium AirTech, donc des grilles quand même assez serrées pour faire pousser mon varan Kumingui parce que sinon il aurait tout éclaté. Et j'ai pris les mesures avec l'UV-mètre et à peu près à 30 cm, j'avais encore 40 microwatts de diffusion malgré la grille. Parce que j'ai pris un néon beaucoup plus, on va dire, performant. Donc c'est vrai que si vous le mettez à l'intérieur avec ce genre d'animal, vous allez le ramasser tous les jours et c'est dangereux, il peut s'empaler dessus une fois que c'est cassé et tout ça. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Mais si c'est un animal classique comme un pogona qui ne va pas vous arracher le néon, si vous le mettez bien en haut, il vaut mieux le mettre toujours à l'intérieur. Du coup, on passe à la question de Julien Albos. Salut Julien. Salut Julien. Qui nous demande quelles sont les recommandations du doc pour les UV pour les reptiles albinos ou distanciés. Alors oui, ça c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que je comptais en parler. Excellente question Julien. Je comptais en parler quand on parlait des effets néfastes des UV parce que les UV peuvent provoquer des brûlures. On n'est pas revenu dessus justement. Ça on va le voir. Les tumeurs cutanées peuvent provoquer des brûlures de la cornée. Effectivement, sur toutes les espèces qui sont hypopigmentées, donc hypomélanistiques, leucistiques et autres, il faut faire très attention parce que moi j'ai vu beaucoup de gécoléopards qui étaient brûlés, mais jamais avec des tubes UV par contre. J'ai toujours vu des gécoléopards brûlés avec d'autres dispositifs, c'est-à-dire lampes fluo-compactes ou spot halogène. Alors les lampes fluo-compactes, c'est les petites lampes qu'on met sur une douille 27 qui sont en forme de queue de cochon, comme ça, de tortilleuse. Donc là, il faut faire très attention. Donc vraiment, les gécoléopards, ils ont besoin que de 5% d'UV. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié mon micro. Donc les gécoléopards, il faut mettre tout de suite, ça change un pourcentage ultraviolet
plutôt faible, hein, 5 ou 7%. Ouais, les chez Voilà. 7% sont super. Mais c'est vrai qu'il faut installer des cachettes, parce que autant des études ont démontré que les reptiles étaient capables de s'exposer plus ou moins en fonction de leurs besoins en vitamine D, mais elles montrent aussi que les reptiles sont capables de se cacher lorsque les ultraviolets sont trop puissants. Donc il faut installer des cachettes, un tube UV de faible puissance. Et on m'a souvent dit aussi que les geckos léopards, par exemple, de type albinos, donc n'avaient pas de mélanine dans l'œil, avaient des yeux extrêmement sensibles, Ouais. et que des fois, quand on les exposait à une lumière trop vive, ils ne voulaient plus ouvrir les Ouais, yeux, en c'est fait, ça, ça les c'est- traumatisait, et en c'est ça. fait, vous avez votre gecko qui se Qui mange retrouve plus parce avec... qu'il a les yeux fermés. Voilà, On parce voit qu'il ne peut sur plus certaines chasser. phases, hein, où ça se Voilà, passe comme donc ça. en fait, si vous avez des albinos, il faut toujours faire attention à ne pas avoir, qu'ils puissent bien suivre et réguler, donc une zone d'ombre, une zone de lumière, et surtout pas des éclairages trop forts. C'est pareil au niveau de la peau, vu que la peau a moins de mélanine, donc elle est moins faite pour résister Exactement. à une exposition, elle est plus sensible, hein, c'est comme un roux qu'on Ouais, met sur la et plage. même la différence entre les Suédois et les Africains. Tu Ouais, vois, bien c'est sûr, qu'en fait, exactement. la pigmentation de la peau est adaptée au biotope en fait. Hein. Exactement, Donc, c'est pas pour rien. voilà. Donc ça c'est hyper important et il en est de même pour les mutations, parce qu'on n'a pas que des mutations de couleur en terrariophilie. Sur les pogonas par exemple, on a des mutations avec moins d'écailles, des pogonas skyless ou des pogonas avec des plus petites écailles là qu'on appelle des translucentes, c'est ça? Alors, sans moins d'écailles, on a tout ce qui est laserback. Laserback, voilà, oui c'est ça. Les laserbacks, bon bah pareil, eux comme ils vont avoir une peau qui est plus perméable, ils sont moins résistants à des éclairages trop violents en UV. Quoi. Donc c'est intéressant, parle-nous un peu de qu'est-ce qu'il peut y avoir de... Enfin, quelles sont les pathologies. Il y a vraiment des choses. Je ne sais pas si on peut montrer. Alors ça, c'est une diapositive d'une de mes conférences à l'étranger, donc c'est en anglais, désolé. Come on, Julia, Mais c'est quelques photos pour vous montrer ce que ça peut créer les UV. Hein. Par exemple, sur ce pogona, c'est ce qu'on appelle un carcinome épidermoïde. C'est une tumeur en fait qui siège. C'est une tumeur qui siège généralement sur le pourtour oculaire de ces lézards, mais aussi sur toute la tête, sur toutes les jonctions dites cutanéo-muqueuses, c'est-à-dire les lèvres, tout ce qui est en rapport entre la peau et les muqueuses. Donc voilà, ça c'est le carcinome épidermoïde, fréquent chez le pogona, hein, c'est vraiment un problème. Vous avez ici des exemples de chromatophorum, qui sont des tumeurs cutanées cancéreuses qu'on voit beaucoup chez les caméléons qui sont exposés à des sources d'UV trop puissantes. Et puis comme vous voyez, il y a également des leucémies, des hémangiomes, et des carcinomes basocellulaires, bref, des tas de tumeurs. Alors juste une chose, on n'a pas la preuve que les UV induisent ce genre de tumeur, mais c'est fortement suspecté. D'accord. Il n'y a pas encore une preuve 100%. Non, absolument pas, mais c'est très, très fortement suspecté. Ouais, et puis en plus, comme on remarque que c'est sur des animaux, alors ça c'est le petit parallèle du gars qui vend des animaux tous les jours, c'est des animaux qui sont très communs. On va dire, on voit un pogona, on voit un caméléon calyptratus et tout ça, donc des animaux qui sont vendus dans les animaleries très régulièrement, et malheureusement, parfois le conseil ne suit pas, le matériel ne suit pas, et des fois les gens, en fait, on leur conseille des lampes qui sont bien trop violentes, ou voilà, des équipements. Voilà, donc faites attention, renseignez-vous bien, regardez des vidéos. C'est ça. Peut-être par hasard, on ne voit pas ces images-là sur des serpents qui n'ont pas d'UV. Voilà. Bah, c'est ce qui se dit là sur le film, hein, c'est que c'est Rocket Queen. Rocket Queen qui est un super fan. Un super fan de Guns N' Roses. Roses. Je regarde, c'est moins complexe d'élever un serpent, difficulté aussi pour certaines choses, mais moins exigeant. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Ah, oui, oui. Et on avait eu des questions donc, autour des serpents, c'est vrai qu'on était plus axé sur les lézards. Les Harpers, on va revenir, vous inquiétez pas, et j'en profite pour parler du mois prochain, qui sera le mois d'octobre, c'est le mois du colubridé, donc le mois des couleuvres, donc on vous fera un Airpword spécial colubridé, et on aura donc ton collègue, en fait, Clément Payusso, qui travaille pour toi à la clinique d'Auteuil, voilà, et qui va venir vous faire, il va vous faire une émission spécifique sur les colubridés, et notamment les colubridés piscivores, donc aquatiques, qui mangent donc des poissons et assimilés, qui justement il y a des données au niveau de la nutrition qui sont très importantes à savoir pour les élever dans le bonne je sais de quoi tu vas parler, Clément. Ça va, voilà. Donc ça va être une super émission, je vous la conseille, fan de serpents et de colubridés. Ouais, retrouvez-nous sur le mois d'octobre. Donc ensuite, question suivante. Eh ben, on avait fait le tour des questions parce qu'il y a eu un pêle-mêle de questions. On a Roman qui a aussi répondu à des questions qui étaient peut-être moins axées sur le thème de l'émission. Alors moi, il me restait les miennes. Donc moi, je voulais juste revenir en fait pour nos Harpers sur
comment en fait donner donc, du calcium et des vitamines D3 à nos lézards, juste pour donc du calcium, mais pas de vitamine D3. Voilà. Du calcium sous forme de carbonate de calcium en poudre, mais de la vitamine D3 grâce à une exposition régulière à des UVB de longueur d'onde adaptée. Voilà. C'est noté. Donc c'est super, je pense qu'on a fait bien le tour. Ça vous a plu les rappeurs? Vous avez, moi je trouve que Lionel a été fabuleux. J'ai envie de l'applaudir. Merci. Donc on l'a fait aussi parce que encore une fois, sa blouse a fait forte impression sur notre fil. Ah d'accord. Et ça c'est une blouse que j'ai achetée aux États-Unis il y a 22 ans. C'était en 98 sur un congrès vétérinaire américain. Voilà. Et comme quoi c'est de la bonne qualité. Exactement, c'est du Dickies. et donc voilà, et une fois de plus c'est la preuve que les Américains, ils savent être sérieux sans se prendre au sérieux. On a rien d'être cool, ils sont pas forcément avec une blouse super flippante ambiance Dr House. Exactement. Et voilà, là il y a un Dr Tropical. et franchement ça fait plaisir et ça met la bonne ambiance. Donc franchement, on va passer au concours, puisque vous avez fait un super concours et vous avez été nombreux. Vous avez été nombreux à y participer et merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles de nos queues. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires. Merci. On a eu énormément de partages, on a eu beaucoup de commentaires, on a beaucoup de gens qui ont participé aussi. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement bisous à tous, merci beaucoup. Un grand merci à toute la communauté. Alors attention, on voulait savoir les gagnants. On voulait aussi remercier déjà Arcadia qui nous a fait profiter du coup de nos partenaires pour notre émission. Special thanks à Jimmy. Jimmy, if you have a look to Merci this. à toi Jimmy. Thanks James. Thanks so much. Thanks so much, motherfucker. Et donc, on avait en lot donc, pour le premier, le grand gagnant de l'émission, donc c'est une rampe Pro T5 UVB Kit, donc en 12% de chez Arcadia. Un excellent produit qu'on utilise beaucoup. Un néon, donc 24 watts, 14% Dragon. Les Dragons Détroit, ils sont vraiment excellents et ils font beaucoup de Kelvin, c'est 8000 Kelvin, donc une lumière très blanche. Super lumière, ouais. Et je les utilise d'ailleurs et c'est vraiment un super rendu en termes de luminosité. Et après, on avait donc en troisième lot donc le néon 24 watts, 6%. Donc plus tropical, donc si vous avez moins besoin d'UV. Voilà, donc comme ça, par exemple. Très bon produit, vous pouvez les retrouver sur notre site si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir encore été nombreux à suivre l'émission. On va la remettre sur YouTube pour ceux qui se sont endormis ou ceux qui sont arrivés trop tard ou ceux qui avaient la rame ce soir ou qui avaient mieux à faire comme des trucs. Mais avant tout, on va vous donner les gagnants du coup. Et voilà, alors qui sont les gagnants? Alors qui gagne ce premier prix? En troisième marche du podium, on a Stephen Guillou. Stephen King. Ouais. Donc Stephen Guillou, bravo à toi, tu as gagné le néon. Yeah. Donc après, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous les harpers si par exemple un 12% peut être plus intéressant pour vous. On fera l'effort de vous donner un tube qui ira pour votre animal. Donc Steven qui avait eu 31 likes quand même. Bravo Steven, 31 likes. Donc le second gagnant avec 58 likes. Donc là on est passé une étape au-dessus. Oh la vache, 58, motherfucker, yeah. Donc Damien Bresson. Donc merci à toi Damien d'avoir participé et bravo à toi. Et donc le grand gagnant de cette émission de la rentrée. Attention, c'est parti. Et c'est peut-être Lionel qui peut l'annoncer avec son gros micro. Allez. Donc du coup, on est là. Ouais, il est terriblement bien. C'est Yvon Raillet avec 62 likes et une très belle photo. Bravo, merci à vous les harpers. Merci à Arcadia. Donc ils vont nous envoyer des mails pour. Envoyez-nous vos mails. On va dire peu importe le réseau, Messenger, Facebook, Instagram, YouTube, sur notre ligne directe, donc mail reptiling@gmail.com, vous vous faites voir et on vous envoie tout ça. Et comme on est dans les remerciements, je vous remercie tous les deux de m'avoir invité. Merci à Lionel. Un énorme merci à Lionel. Cet homme est demandé dans le monde entier. On a vraiment eu de la chance et je suis vraiment hyper heureux de le compter parmi mes potes et qu'il vienne à Airport pour vous apporter tout son savoir. Parce qu'il fait le modeste comme ça, mais je vous avoue que c'est une vraie pointure, vous le savez tous. Merci à toi Lionel. Voilà le boss. Et donc merci beaucoup. Et surtout, donc on se retrouve, si vous aimez les lézards, le 19 et 20 septembre chez Reptiline pour le Lizard Day. Va y avoir du t-shirt pour l'affiche. Motherfucker. Donc, ouais, regardez l'affiche. Oh, alors il y aura des magnifiques.
T'as dit 19? De 10 à 18h, non-stop. Ah bah je faisais une heure de rab moi. Ouais, bah et vous pouvez voir et ceux qui aiment bien Dimitri pourront voir entre 18 et 19h. On fera un after. For the girls, On fera un for the after. ladies. Donc pareil, contexte particulier, édition particulière pour notre Lizard Day 2020. Donc on mettra en place justement toute une organisation qui nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions. Le port du masque est forcément obligatoire, les distances de sécurité seront forcément de mise, on aura un fléchage dans la boutique, etc. Donc tout sera prêt pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et on aura une tente de premier secours sur le parking où vous trouverez tout un tas de médicaments comme du café, des bons becs comme d'habitude. Voilà, Doud sera là, notre super hôtesse pour vous accueillir dans les meilleures conditions. On aura aussi donc des animations tout au long du week-end avec Laurine et son varan Paco. Et on aura aussi, pardon, vas-y. Oui, qui vous fera une démonstration de renforcement positif, tout ce qui est vraiment important pour ces animaux pour enrichir leur environnement en captivité, parce qu'il n'y a pas que les conditions de chauffage, d'éclairage, mais les conditions psychologiques de ces animaux sont très importantes, donc voilà, de leur faire des gens. Laurine arrive à des super résultats, donc elle vous fera partager son expérience. Et on aura aussi donc du coup Roman qui vient de nous rejoindre. Salut Roman, yeah. Merci à toi Roman, tu as fait du super bon boulot sur le chat ce soir. Et donc qui viendra présenter donc son iguane Woody. Un iguane adulte, comme ça pourra vous donner vraiment une très bonne idée de ce que c'est qu'un bébé iguane qui devient grand et en parfaite santé. Exactement. Donc réfléchissez bien, ça permettra d'illustrer tout ça, justement. Donc elle va vous parler aussi de ses trainings avec lui, comment elle a réussi à gagner sa confiance. Donc on vous attend nombreux le 19 et 20 et je remercie encore The Boss, à bientôt, les gars. la clinique d'Auteuil. Et puis changez pas, restez comme vous êtes. Authentique, c'est parti. Et on y va.